On peut les applaudir. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Pierre, qui est quand même le lien entre ces personnes. Et puis après, donc je vous propose comment ça va se dérouler. On va poser quelques questions. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un dialogue, que chacune puisse s'exprimer. Et après, on aura des questions avec la salle. Mais bien sûr, si vous avez des questions en cours de route, vous êtes invités à intervenir. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bien, écoutez, bonsoir à tous. On est entre les deux là, et très très heureux de vous accueillir à Rochefort pour cet événement. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle et militante. Et deux de ces superbes événements, sont ces deux dames qui sont là. Le premier événement, en fait, j'ai adhéré chez les Verts en 1985, donc juste après leur démarrage, l'année précédente. Et donc j'ai milité dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y a eu des élections régionales en 1992, qui ont été les seules élections avec une vraie proportionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où on avait 5%, tous ceux qui avaient, on répartissait les élus à la proportionnelle. Et cette élection a conduit à un éparpillement des voix et donc une décision pour savoir qui serait le président ou la présidente très très compliquée. Évidemment, personne ne s'intéressait aux 6 élus verts à l'époque. Et elle vous racontera ça, mais Marie-Christine a été élue présidente du Nord-Pas-de-Calais. Alors, là où j'étais aussi directement très impacté, j'étais pas candidat, parce que ma profession ne le permettait pas, c'est que, étant élu, elle a été élue avec 5 autres mes collègues, et évidemment, étant présidente, il y a un vice-président aussi, et ils ont embarqué les forces vives de notre parti, qui n'étaient pas énormes. Heureusement, il en est resté quelques-uns pour faire tourner le parti, et je me suis retrouvé porte-parole à l'époque, ce qui m'a valu des très bons moments, et puis des moments de solitude, parce que quand 4 mois après l'élection d'une présidente, la présidente déclare très clairement qu'elle est pour le non à Maastricht, et que son vice-président, tout aussi écolo, lui dit qu'il est pour le pour à Maastricht, et que vous vous retrouvez sur un plateau de télé à plusieurs reprises, et que vous devez faire la synthèse, là il y a des grands moments de solitude. Et puis, la même année, en 1992, je dirais, faisait ses premiers pas à l'école maternelle, une toute jeune fille, qui s'appelait Léonore Monconduit, qui 30 ans plus tard se retrouve sur mon parcours également. On a milité dans le même groupe local à Poitiers quand je suis arrivé en 2011 dans cette région. Elle a été élue conseillère régionale. Et puis, là aussi, alors, la surprise était un peu moins vive, parce que nous, la surprise, elle a été vraiment le soir de l'élection. Là, la surprise, elle a commencé à se sentir quelques semaines avant, mais la surprise, c'est Léonore qui dégage un baron du local pour devenir, à 30 ans, la maire de Poitiers. Voilà. Et je me dis que, j'ai eu beaucoup de chance de les croiser, et je pense que je voulais faire partager cette chance, parce que elles se sont à peine croisées, elles n'avaient pas encore échangé ensemble. On a déjeuné tout à l'heure pour préparer, et je pense qu'elles ont beaucoup de similitudes. Alors, il y a des similitudes évidentes, hein. C'est 2 femmes, c'est 2 écolos. Ça a été un moment de 2 surprises. Ça a été une façon d'aborder la politique complètement différente par rapport à leurs prédécesseurs. Et c'est ça qu'elles vont vous raconter ce soir. Je ne vais pas faire plus long. On va commencer avec Marie-Christine. Donc si tu peux nous parler un peu de cet événement, et on parlera après aussi de ton parcours un peu plus tard de sénatrice. Mais voilà, ce printemps 92, toi qui étais enseignante et qui n'était pas du tout prête tout juste prête à être conseillère régionale, mais pas vraiment prête à faire plus. Voilà, tu nous raconteras, et puis ensuite on fera la même chose avec Léonore. Merci.
Merci Jean-Pierre. Donc désormais on appellera Jean-Pierre Lartige le parrain, parce que là où il milite, fleurissent des élus en responsabilité inattendue. Alors, moi j'étais professeure de sciences naturelles, je n'étais pas membre ou présidente d'une association, ni conseillère municipale, ni conseillère régionale, ni rien du tout. Et j'ai été entraînée par mon parti politique qui était paritaire à l'époque dans cette candidature de conseillère régionale. La tête de liste s'est désistée parce qu'elle était honnête. On devait reverser je ne sais plus combien de nos indemnités et ne garder qu'une petite part pour nous. Et lui, il a dit, mais moi je suis visiteur médical, je dois payer ma maison, c'est pas possible, je peux pas tenir cet engagement. Donc il s'est retiré. Puis il y en avait un second derrière qui gentiment a dit à la troisième, c'était moi, bah prends la première place, ça sera plus joli. Une femme dans le Pas-de-Calais, un homme dans le Nord. Bon. On est arrivé en séance plénière, pas de majorité à droite. Le Nord-Pas-de-Calais n'avait jamais été à droite. Hein. Mais pas de majorité non plus à gauche, parce que le chômage montait et les beffrois roses et rouges n'arrivaient plus à jouer leur rôle paternaliste de donneur d'emploi, etc. La population souffrait, donc elle a voulu un petit peu se venger de la gauche, elle ne lui a pas donné de majorité. Mais elle n'est pas de droite, donc elle n'a pas donné de majorité à la droite. Si bien qu'on a passé 2 jours et 2 nuits à chercher un président ou une présidente. Et ils ne trouvaient pas. Et les écologistes auraient bien voulu travailler avec l'un ou avec l'autre. Donc on était allé les voir longtemps avant les élections en disant « Si vous ne faites pas 2 autoroutes bétonneuses, si vous faites un plan d'économie d'énergie, et si vous faites un plan solidaire pour les plus précaires dans le Nord-Pas-de-Calais et pour l'action Nord-Sud, alors on vous soutient. » Ils nous ont tous dit « Allez jouer les gamins, vous pesez rien ». Pour vous dire, le leader communiste du Pas-de-Calais, il a répondu à la presse « On ne discute pas avec des gens qui n'existent pas ». Bon, ben c'est tout, hein. On est retourné à nos pâquerettes et on a dit symboliquement, on se présentera à la présidence pour avoir le droit de faire une petite déclaration du genre la biodiversité, la solidarité, etc. Et là, c'était mon collègue Guy Asquette qui devait se présenter. Et il m'a dit, non, hein, pour faire le guignol 5 minutes en disant je veux me présenter, vive l'écologie, tu sauras bien le faire. Tandis que pour être président du groupe pendant 6 ans, ce qui est important, ce qui est une responsabilité, je le ferai. Ce qu'il a fait. Sauf que moi, entre-temps, les socialistes voulant jouer un mauvais coup à la droite et ne voulant pas que la région bascule à droite, ont voté pour moi et les communistes ont voté pour moi. Et du coup, j'avais pas encore rendu mes copies de Sciences Nat, je me suis retrouvée présidente de la 3e région de France, 4 millions d'habitants, et aussi grande que le Danemark. Voilà. Et ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Donc c'est comme si tout vous tombe sur la tête. Moi j'ai beaucoup de sang-froid, je montre pas bien mes émotions. Mais à l'intérieur, il se passe des choses. Hein. Quand c'est comme ça, vous avez le cœur qui bat vite et tout. Vous pensez à vos enfants qui doivent aller à l'école, le repassage qui n'est pas fait. Et puis ceci, et puis que vous habitez à 150 km de la capitale régionale. Et comment on va faire et tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a été turbulent. La droite criait, furieuse d'avoir perdu, de n'avoir pas eu la région, criait à l'illégitimité. Donc j'ai vraiment des procès, vous êtes élu avec quelques élus seulement, vous ne pesez rien, vous allez démissionner, le préfet va dissoudre la région et tout ça. Moi ça ne m'ébranlait pas parce qu'il pouvait dissoudre, je retournais devant mes élèves et je vous assure que j'adorais faire pousser des haricots avec les élèves de 6e, hein, c'était plus reposant. Hein. Donc ça ne m'ébranlait pas personnellement, ça me choquait politiquement mais ça me touchait pas. Et puis, nos amis socialistes m'ont soutenu, mais ils étaient tellement amers qu'ils n'étaient pas très présents. Et Michel Delbarre, qui était un grand leader de l'époque, a disparu pendant 2 mois. Donc j'étais là, il y a quelqu'un dans le conseil régional. Et peu à peu, on s'y est mis, avec des salariés loyaux qui ont accepté de nous faire remonter toutes les informations, les choses à signer, les choses très importantes.
La première des choses, c'est les bourses pour les lycéens. S'ils ne m'avaient pas fait remonter les parapheurs de signature des bourses de lycéens, on mettait en émeute la moitié de la région Nord-Pas-de-Calais qui n'aurait pas touché les bourses au début de l'année. Et puis, on a eu des conflits. Je vais vous en citer un seul qui est anecdotique, qui n'est vraiment pas le centre de mes politiques, mais il y avait des règles dans la région. Quand un club de foot professionnel, ça s'appelait la Division 1 à l'époque, passait en Division 1, on lui donnait systématiquement 5 millions de francs. Hein. Et on lui donnait 7 millions de couverture d'emprunt, garantie régionale, qui payait jamais. Donc ça, c'était comme une subvention de 12 millions. Hein. Et l'année où je suis arrivée, sont passés en Division 1 Valenciennes, Lille et Lens. C'est-à-dire que ça dépassait le budget global, filles, garçons, toutes disciplines confondues, professionnels, amateurs du sport. Hein, ça mangeait tout. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible, on continue à donner les subventions, mais pas les garanties d'emprunt, quoi. Et là, j'ai découvert le miracle des cumulards. Mes élus régionaux étaient aussi maire de Lens, conseiller municipal de Lille, maire de Valenciennes et tout ça. Donc ils ont fomenté des émeutes, des manifs dans la rue. Blandin salope, Blandin assassin, Blandin tue le foot, Blandin n'aime pas le sport. Enfin, c'est sympathique. Et on s'est dit, mais si c'est comme ça pour tous, les autoroutes ou l'énergie, on va se faire lyncher, quoi. Et là, c'était une conviction personnelle, c'était une conviction politique, la démocratie participative. Mais là, c'était aussi devenu une urgence. On s'est mis à travailler avec tous les clubs amateurs de judo, de badminton, de boxe, dans les quartiers, tout ça, simplement avec la transparence, en donnant le montant de subventions de tout le monde et le montant des subventions du foot. Et c'est les autres qui sont descendus dans la rue. Et le foot, il a commencé à dire, oui, bon, bah, peut-être qu'on va faire un effort et qu'on va accepter. Et peu à peu, ça s'est calmé et on a pu réduire les subventions comme on le souhaitait. Et on a compris que la vraie politique, ça se fait avec les gens qui sont capables de donner des idées, d'inventer des choses, qui nous donnent des idées, qui nous donnent de la force aussi, et qui peu à peu, par leur force aussi, on s'appuie sur eux, éloignent un peu le cumul, les lobbies, les mauvais coups, les détournements de fonds et tout. Transparence et participation, ça a vraiment été deux pieds sur lesquels on s'est donné de la force sans avoir de majorité. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation et merci beaucoup d'avoir organisé cet échange croisé. Et puis je suis ravie de retrouver quelques têtes amies que j'ai croisées pendant mon parcours, en plus de celles de Jean-Pierre. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'entendre une partie du parcours de Marie-Christine qui déjà fait écho. Enfin, j'aurais pas mal de choses sur lesquelles j'aurais envie de réagir, mais je pense que ça va venir ensuite. Pour du coup, rapidement mon parcours à moi et ce que comment je suis arrivée jusqu'à l'élection à la mairie de Poitiers. Comme toi, j'étais pas adhérente à un parti, j'étais même dans ma jeunesse, entre 20 et 25 ans on va dire, j'étais assez réticente à la forme des partis parce que j'avais une sensibilité écologiste mais je ne venais pas d'une famille où on passait les week-ends en manif, quoi, donc, et j'avais une forme de réticence vis-à-vis du format des partis que je trouvais un peu, dont j'avais peur qu'il soit enfermant, mais ce qui correspond à l'état d'esprit de beaucoup de gens dans ma génération en réalité. Et il se trouve que en 2014, j'ai dû faire une pause dans mes études et prendre un boulot de petite main dans une campagne électorale. J'ai travaillé pour la campagne des municipales de Poitiers en 2014. Puis ça m'a donné un premier contact avec la forme du parti, enfin militante. Et puis comme j'étais par ailleurs très active dans le milieu associatif, c'est d'ailleurs l'origine de mon engagement, j'ai toujours été très engagée dans l'éducation populaire notamment, et bien il se trouve que ça m'a permis de faire connaître mon parcours indirectement aux membres du parti LV de Poitiers. Et en 2015, donc au moment où se constituaient les listes pour la campagne des élections régionales, on m'a proposé d'être candidate. Là encore, avec une certaine similitude dans le sens où, et je le dis vraiment sans aucune
qu'une remise en question de l'approche du groupe local, mais parce qu'il y avait moins de candidats, enfin il n'y avait pas de candidats de femmes, et il n'y avait que des candidats hommes, et c'est de la faute de personne, mais c'était comme ça, et donc une jeune femme engagée, reconnue pour son parcours associatif, était un profil qui souhaitait mettre en avant, et j'ai la chance d'avoir été dans un groupe local extrêmement bienveillant, et dans l'accompagnement vraiment bienveillant. Et donc je me suis retrouvée tête de liste de la Vienne, et puis élue, plus jeune conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, avec certains des collègues qui sont là aujourd'hui. Et puis au moment de... C'était vraiment ma première immersion dans le milieu politique au sens institutionnel, et je me suis rendu compte de... Enfin, ce qui m'a frappée, c'était plusieurs choses. D'une part, le manque de représentativité de l'Assemblée régionale par rapport à la population en général. Il y avait un manque de mixité générationnelle, et encore les régions sont plutôt des instances, des assemblées jeunes en termes de moyenne d'âge, mais j'ai quand même assez frappée du fait qu'il n'y ait pas assez peu de mixité générationnelle, assez peu de mixité sociale. Et surtout, j'ai été frappée à partir du moment où on acquiert la casquette d'élu, la distance qui se crée entre les citoyens et les citoyennes ou les associations avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler en tant que militante de l'éducation populaire. À partir du moment où la casquette change et qu'on devient élu, j'ai eu vraiment l'impression de voir un fossé se creuser entre la politique et les acteurs et les citoyens de terrain. Et donc, passé un temps d'appropriation, je dirais de 2 ans, j'ai vraiment eu envie de m'investir pour créer, pour tenter, pour expérimenter des formes politiques qui permettraient de rapprocher les citoyens, les citoyennes et la politique. Parce que si les assemblées ne sont pas vraiment représentatives de la diversité de la société, si on s'habitue à des taux d'abstention qui sont aussi forts qu'ils le sont actuellement, eh bien on n'est pas vraiment en démocratie. Et voilà, il me semblait qu'il y avait vraiment des formes à réinventer pour recréer des liens de confiance entre les citoyens, les citoyennes et la politique au sens institutionnel, donc la région, mais aussi au sens des organisations politiques, donc les partis, qui structurent, qu'on le veuille ou non, la vie politique aujourd'hui. Donc, un peu la fleur au fusil, j'ai proposé des choses à mon parti qu'il a accepté. En 2017, j'ai convaincu les groupes locaux de la Vienne, pour les élections législatives, de s'engager dans une démarche qui s'appelait Avenir Collectif, et qui les conduisait à... je leur ai demandé d'accepter de laisser toutes les places de candidature aux législatives à des jeunes de moins de 30 ans, non encartés. Ils ont dit oui. On n'a pas fait un score retentissant dans les urnes, il faut passer par des 2-3% avant d'avoir des victoires, ça c'est la vie militante, mais en tout cas, voilà, et là j'ai constaté combien il suffisait pas d'ouvrir naïvement je me disais, mais si les gens viennent pas s'investir dans les partis, si on a assez peu d'adhérents, c'est parce qu'on ferme trop nos portes, donc ouvrons-les, puis les gens viendront. J'étais un peu naïve et la fleur au fusil, du coup. Et donc j'ai négocié avec le parti, on laisse toutes les places aux jeunes, etc. Et malgré ça, eh bien, on a eu énormément de difficultés à trouver des gens, pour le coup, femmes comme hommes, qui acceptaient de s'engager. Et donc ça m'a... je vous raconte un peu le parcours militant qui s'est fait dans ma tête, mais en gros, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir grand les portes pour que les gens y entrent, il faut vraiment trouver des moyens de ramener les gens à l'engagement politique. Et encore une fois, c'est une question de démocratie profondément pour moi. Et dans le même ordre d'idées, donc en 2018, avec un certain nombre de citoyennes engagés de Poitiers, pour le coup très divers dans leur composition, des gens qui étaient militants associatifs, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui étaient encartés, mais très peu, on a décidé de lancer une démarche qui s'appelait Poitiers Collectif, avec l'idée de reprendre la main sur notre ville par le biais des élections municipales, avec une démarche indépendante des partis, non pas en opposition, mais qui s'est construit, qui s'est lancé dans un premier temps en dehors du cadre imposé par les partis. Donc on a vraiment construit notre propre démarche, on pourrait y revenir si vous voulez, mais c'est avec l'idée de faire de la politique dans le bon sens avant tout. Donc on a le projet, de construire un projet avant de déterminer les têtes qui seraient candidates pour porter ce projet, et déterminer les têtes avant de déterminer la tête, donc la tête de liste. Donc on a construit une méthode sur 2 ans, fondée sur les outils de l'éducation populaire, vraiment une méthode très ouverte, très participative. Chaque réunion était chacune des étapes importantes de la campagne, par exemple, de la construction du programme puis de la campagne, se faisait en réunion publique, en plénière publique, réellement ouverte à toutes et à tous. Toutes les décisions importantes, y compris les décisions de fusion, par exemple, avec d'autres listes ou de négociations, se prenaient en plénière publique avec l'idée de montrer qu'en fait la politique elle peut être ouverte et qu'il n'y a pas de mystère, c'est travailler pour la transparence, comme le disait Marie-Christine tout à l'heure. Et donc on a construit une méthode qui se déroulait sur 2 ans avec l'objectif de gagner les élections à la fin, c'était marqué sur notre PowerPoint. Et on est allé vendre cette méthode au parti. Je faisais un peu la courroie de transmission, à vrai dire, avec le parti ELV, qui a accepté de soutenir, qui a accepté de dire ok, on fait confiance à cette méthode
pour tenter de gagner la mairie de Poitiers. Et donc ELV a été le premier parti à soutenir. Ensuite, il y a eu Génération Écologie, Génération S, Nouvelle Donne, le Parti communiste français, qui était depuis 40 ans avec le Parti socialiste, qui nous a rejoints quand il voyait que la démarche marchait bien. Et puis voilà, finalement, donc et des citoyens, voilà, c'est ça. Et finalement, notre liste était composée donc de 53 personnes, dont plus de la moitié étaient des citoyens, des citoyennes qui n'avaient jamais fait de politique avant, très divers, très variés dans leur parcours. Et puis, j'ai été désignée tête de liste par le biais d'une élection sans candidat, en public aussi, donc un exercice un petit peu ardu, 5 heures de débat, voilà, mais c'était intéressant finalement, ça permettait à tout le monde de réfléchir à quel est le profil pertinent pour une tête de liste, pour une maire aussi. Ça permet à plein de citoyens de se poser la question avec nous. Et donc, en mars 2020, premier tour des élections municipales, on a fait un beau score, mais on avait 5 points derrière le maire sortant qui était candidat à sa réélection. Et puis, il y a eu le confinement le lendemain de l'élection, et on a vraiment... on voulait pas perdre la dynamique militante très forte qui entourait notre campagne. Et on a, à la fois pour l'interne et à la fois pour permettre de garder le lien avec les gens, on a eu une très forte campagne sur les réseaux sociaux. On n'a jamais arrêté en fait pendant le confinement. On a organisé des tables rondes qui s'appelaient les lendemains collectifs pour qu'on se projette sur le monde d'après dont on parlait tant à cette époque-là. Et donc je pense que, on en parlait ce midi, mais clairement le fait d'avoir, pour nous, ce confinement a permis de conforter notre solidité aux yeux des citoyennes et des citoyens de Poitiers, et nous avons remporté les élections avec 7 points d'avance par rapport à la liste socialiste, et donc nous sommes désormais, nous avons la chance d'être en responsabilité à la mairie de Poitiers avec encore une fois une liste, une équipe d'élus très renouvelée. Et qui associe en pleine confiance des militants, des militantes de l'écologie qui sont là depuis très longtemps, Robert Rochaud, peut-être que certains d'entre vous le connaissent par exemple, qui sont fondateurs du groupe local ELV de Poitiers, et des tout jeunes arrivés en politique. On a réussi à créer un cadre qui permet la confiance plutôt que l'opposition qui existe parfois entre des militants historiques et des personnes qui sont intéressées par la politique mais qui sont un peu réticentes à la forme des partis ou à l'engagement vraiment militant partisan, quoi. Et donc voilà pour mon parcours politique. Et donc depuis, on pourra reparler des actions dans le mandat, mais parmi les premières actions parmi les premiers gestes symboliques que nous avons mis en place, celui de différencier la gouvernance de la mairie de Poitiers et de l'agglomération, la communauté urbaine de Grand Poitiers. Depuis toujours, le maire de Poitiers était aussi président de la communauté urbaine de Grand Poitiers. On l'avait annoncé, on l'a fait. On a dissocié les deux. Et on a permis l'élection d'une autre femme à la tête de Grand Poitiers, Florence Jardin, avec laquelle on travaille aujourd'hui en pleine cohérence. Elle n'est pas, on travaille en pleine cohérence. On a un cabinet commun, une administration commune, mais quand on parle de démocratie plus horizontale, plus participative, il faut aussi le manifester en acte. Et là, c'était un acte fort sur lequel on s'était engagé, qui faisait partie de nos premières décisions. Et puis, de manière générale, cette manière de faire politique très ouverte, participative, horizontale, autant que possible en tout cas, et bien qui nous a porté pendant la campagne, on le porte aussi dans notre manière de faire politique. Et pour terminer, voilà, ce que tu as mis en place avec les acteurs du sport à ton arrivée, on l'a mis aussi en place à Poitiers en refaisant les critères de subvention sportive avec les acteurs et les associations sportives pour qu'effectivement éviter le côté moi je baisse, mais on se met en cercle, tout le monde comprend les tenants et les aboutissants, et ça aboutit à une politique beaucoup plus consensuelle, solide, que si on avait décidé dans un bureau tout seul, quoi. Voilà. Alors, maintenant, vous avez toutes les deux l'éducation au cœur. Je voudrais qu'on parle éducation, jeunesse. Comment est-ce que, quand on est maire d'une ville de presque 100 000 habitants, une ville universitaire, quand on est présidente de région avec les responsabilités des lycées, comment est-ce qu'on fait vivre l'éducation? Comment est-ce qu'on s'adresse à la communauté éducative? Qu'est-ce qu'on met en place, en fait, pour la génération qui vient, puisque pour les enfants d'aujourd'hui et les citoyens de demain? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, sur la jeunesse, à l'époque, il y avait les contrats de plan. C'est une signature entre l'État et les régions. L'État met autant de sous, la région met autant de sous, et on définit collectivement nos priorités. Et avant de le faire, on a voulu faire le plan régional, c'est-à-dire les volontés de la région, et avant,
On a voulu demander aux jeunes ce qu'ils attendaient de leur politique, etc. Et parmi les questions, il y avait qu'est-ce qui compte le plus pour vous pour réussir dans la vie? Et on avait mis un bon diplôme, ou bien habiter à un endroit où il y a des formations, ou bien on avait mis 4-5 suggestions. Mais il y a toujours autre dans les réponses. On a eu plus de 70% des élèves et des jeunes de centres de formation ou des missions locales qui ont répondu autre. Et autre, c'était le piston. Avoir des relations ou le piston. Ça vous donne une idée, dans une région un peu sinistrée comme était le Nord-Pas-de-Calais, de l'état mental de la jeunesse, quoi, qui n'a plus confiance en rien, qui se dit s'il n'y a pas de piston, ben, on est foutu dans la vie, tout s'obtient par relation, quoi. Donc comment retricoter de la confiance, c'est pas évident. Donc il y a deux choses, il y a les actions institutionnelles, les obligations de la région, construire et réparer des lycées, et puis il y a toutes les choses d'éducation populaire qu'on peut faire pour retricoter de la confiance. Sur les obligations, on avait plus de 200 lycées. Mes prédécesseurs avaient construit pas mal parce qu'on avait un boom démographique. Et nous, quand on est arrivé, ben, on s'est aperçu que 3/4 du patrimoine des lycées n'avait pas de trappe de désenfumage, n'avait pas d'escalier de secours, n'avaient pas de fléchage sortie de secours et étaient tous amiantés. Ceux qui ne l'étaient pas, ils étaient prêts à brûler. Donc on s'est dit, bon, eh ben on va faire un diagnostic et puis on va essayer de faire de la réparation, de la mise en sécurité, tout ça. Je peux vous dire que quand on fait ça, on dépense énormément d'argent, puis c'est pas populaire du tout, parce qu'on n'inaugure pas, on coupe pas les rubans, on fait pas la Marseillaise et puis le cocktail et on a ouvert un lycée. Vous faites de la réparation, mais vous sauvez des vies. Ce qui fait que 4 ans avant que la loi interdise l'amiante, nous, on désamiantait tous les lycées du Nord-Pas-de-Calais, qu'on a sans doute évité des cancers des bronches à des tas d'élèves et à des tas de profs. Ça se saura jamais, mais enfin, on se regarde dans la glace. On est quand même très content de ça. Ensuite, on a fait des erreurs. Fort de conseils d'amis, dont Pierre Hadane, qui s'occupait de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, j'ai fait un grand plan de rénovation thermique et d'isolation des lycées, avec un calcul extraordinaire. La Caisse des dépôts et consignations payait tous les travaux et on remboursait les mensualités sur les économies de chauffage des lycées. C'était un truc génial, hein. Et alors là, on a déclenché une émeute des intendants. Et c'est bien fait pour moi, parce qu'on n'avait pas travaillé avec les intendants des lycées. Et on ne s'était pas rendu compte que les subventions que les régions donnent aux lycées pour leur chauffage et leurs travaux font des choux gras les années où il ne fait pas froid. Ça leur fait une caisse financière, un matelas avec lequel ils peuvent faire des tas de trucs intéressants. Donc ils ont compris que si on isolait thermiquement le tout, les hivers chauds, ils n'auraient pas leur cagnotte. Et comme on n'avait pas discuté avec eux, ben ils ont refusé le plan, et ceci et cela, et ça s'est pas fait. Donc vous voyez, c'est sensible la démocratie participative avec les gens concernés. On peut faire des erreurs, il n'y a pas que des réussites, hein. On est rentré en pédagogie dans les lycées par des éditions d'atlas de biodiversité, atlas des oiseaux, atlas des plantes, pour qu'ils connaissent leur région, mais c'est pas le rôle d'une région de rentrer dans la pédagogie. Donc on y est entré aussi par les sciences participatives, c'est-à-dire que de nombreux, près de la moitié des lycées avaient appris à reconnaître les lichens, à les collecter, à les envoyer à un labo qui était complice avec nous, qui est le spécialiste de l'étude de la captation des sels de métaux lourds dans les lichens, et on avait une analyse de l'air sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais plus fiable que les capteurs d'Air Paris ou tout ça. Et c'était les élèves qui travaillaient là-dessus et qui suivaient la qualité de l'air dans leur lycée et tout ça, en lien
avec la fac de pharmacie et tout ça. Et c'était des sciences participatives de la fourniture de données intelligentes à partir de l'ensemble des gens. Ensuite, sur le côté éducation populaire, on a soutenu des associations qui étaient vraiment d'obédience communiste. Sur l'éducation populaire, ils étaient particulièrement engagés. Moi, j'ai mis le paquet sur la culture scientifique parce que 99% des budgets de la France en culture scientifique allaient au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences à Paris. Il reste 1%, pour le reste de la France, c'est sympathique. Vous pouvez mourir idiot devant votre télécommande ou devant votre télévision ou tout ça, c'est pas grave. Avec en plus la pub qui vous dit pas de problème, la lotion B va vous faire repousser les cheveux, ou aux dames de 50 ans, avec cette crème-là, vous allez avoir 20 ans de moins, quoi, la pensée magique, plus tous les quotidiens de presse qui publient l'horoscope. C'est quand même extraordinaire, ça. Donc, d'un côté, vous avez tout ça, et puis de l'autre côté, la culture scientifique. Ça, il n'y a pas besoin pour les gens, tout ça. Donc, on a fait un énorme travail avec les associations des petits débrouillards pour essayer de travailler là-dessus. Et puis après, si on parle d'éducation populaire, on en parlera peut-être après, mais on glisse vite sur ce qu'est la démocratie participative en réalité. Quand on fait les assises pour le travail et l'emploi avec un appel à contribution de l'ensemble de la région, ça se termine par un fonds d'initiative des chômeurs où ils disaient, mais nous, si vous voulez nous tirer de la mouise, il nous faut un lieu avec un café, un petit journal, un réseau, ou un petit annuaire des endroits où il y a des laveries pas chères et des trucs comme ça. Et c'est eux qui choisissaient l'orientation de l'argent de la région pour les aider, sans que les élus ne changent leur choix. C'est-à-dire qu'on remettait aux élus une liste de 10 projets sélectionnés par les associations de chômeurs, et c'était un vote global. C'est les chômeurs qui définissaient ce dont ils avaient besoin. Même chose, on a fait le fonds d'initiative des habitants, dans chaque HLM, chaque quartier, etc., où c'est les habitants qui définissaient de quoi ils avaient le plus besoin et comment ils voulaient utiliser l'argent. Et enfin, sur le Nord-Sud, je raconte l'anecdote, mais ça me semble très important, on avait 1% du budget régional pour les actions de solidarité Nord-Sud. Et on était les meilleurs du monde, parce que nous, c'était pas des jumelages, c'était de société à société. Donc on s'est appuyé sur les assos, on était bons. Puis on était encore meilleurs, parce qu'on s'est appuyé sur les associations de migrants maliens, pour définir avec eux tout ça. Donc on était vraiment excellents. Puis un jour on est allé au Mali pour soutenir les projets et tout ça, et là on a vu des délégations de femmes maliennes qui nous ont dit « Mais c'est n'importe quoi votre truc là, parce que c'est nous qui sommes dans les champs en train de porter des seaux d'eau pour faire pousser 3 plants de fèves. Et vous demandez à nos maris qui ont du chauffage central et qui habitent à Roubaix ou à Lille ce qu'il faut faire pour nous. » Et donc la démocratie participative, on n'est jamais au bout. C'est un chemin, c'est pas quelque chose qui se définit, c'est toujours récupérer les gens qu'on n'a pas consultés pour les englober dans le projet commun. C'est aussi une forme d'éducation populaire. Voilà. Pour ma part, sur la partie éducative, Jean-Pierre a dit qu'on avait toutes les deux un parcours dans l'éducation. Juste, effectivement, j'ai pas précisé, mais donc au-delà d'un parcours militant dans l'éducation populaire et donc en particulier dans le scoutisme depuis que j'ai 8 ans, c'est aussi mon parcours professionnel qui s'est fait en grande partie dans l'éducation, puisque j'ai fait des études de politique de l'éducation et j'ai travaillé ensuite pendant 5 ans pour des structures comme l'UNICEF pour les politiques éducatives à l'international plutôt. Donc effectivement, l'éducation c'est vraiment un enjeu qui est au cœur de mon engagement. À l'échelle d'une ville, en tout cas d'une ville comme Poitiers, l'éducation au sens scolaire du terme est le premier budget de la ville, c'est souvent le cas, tant en termes d'investissement, de gestion des bâtiments que de tout ce qui est périscolaire par exemple, mais là encore, les villes ne peuvent pas intervenir directement sur les programmes pour les enfants.
Mais quand même, on peut faire plein de choses. Et je pourrais pas tout raconter, mais quelques points qui sont un peu des lignes fortes de ce qu'on essaye de porter à Poitiers. D'abord, je plaide pour qu'on considère les espaces éducatifs comme étant bien plus larges que l'école. On en a parlé à midi et ça me fait vraiment plaisir qu'on en reparle. L'éducation populaire en particulier est un espace qui doit être soutenu par des politiques publiques engagées. C'est un terme, je vais me permettre de faire juste une petite définition de ce terme-là, parce que souvent on en parle, enfin en tout cas les gens qui sont amoureux de l'éducation populaire, ils en parlent, et en fait parfois quand on n'est pas dedans, on ne sait pas trop de ce dont il s'agit. Ma définition que je donne de l'éducation populaire, c'est qu'on considère que pour qu'un individu, un enfant ou un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, grandisse de manière équilibrée, il faut 3 types d'espaces. Des espaces éducatifs plutôt scolaires, donc l'école, qui vise avant tout à transmettre des savoirs, des connaissances. Des espaces plutôt d'éducation à la famille, qui visent avant tout à transmettre des valeurs, un patrimoine, enfin un héritage familial, culturel souvent. Et puis un 3e espace que Philippe Mérieux appelle les tiers-lieux éducatifs, qui est indépendant des contraintes liées à la famille ou à l'école et qui vise plutôt à transmettre des savoir-être, des savoir-vivre, des savoir-faire, sur des pédagogies fondées sur, d'une part, la confiance en l'individu, en l'éducabilité de chacun. Chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte peut être considéré comme un acteur qui peut grandir en tant que citoyen. Et souvent une des pédagogies aussi fondées sur le fait de grandir dans un espace collectif. C'est pas des choses qui sont de l'ordre de Startup Nation, l'éducation populaire, c'est vraiment grandir en étant au contact d'un espace de vie en collectivité. Et ça, concrètement, lorsqu'on parle de structures d'éducation populaire, ce sont les associations ce sont souvent des associations qui prennent en charge les centres de loisirs, les colonies de vacances, des associations de culture scientifique et technique comme les petits débrouillards. Il y a aussi un agrément très concret de jeunesse et d'éducation populaire qui existe encore auprès du ministère et qui agrée des structures qui proposent ce type d'accompagnement. C'est aussi tous les centres sociaux, les maisons de quartier, les maisons des jeunes et de la culture dans nos villes, ce sont des structures d'éducation populaire. Et comme l'a dit Marie, c'est aussi un parti pris politique fort de considérer que chaque citoyen, chaque citoyenne peut être considéré comme un acteur à part entière de sa vie, de sa ville et de notre intérêt général de manière générale. Et ça considère, l'approche propre à l'éducation populaire considère que les citoyens ne sont pas des consommateurs, ne sont pas uniquement des pions voués à appliquer une discipline descendante, mais qui peuvent être mis en mouvement au service de la recherche, de l'intérêt général, de la contribution à des projets qui ont du sens pour eux. Je suis partie un petit peu loin, pardon, mais tout ça pour dire que on veut vraiment considérer, lorsqu'on parle de politique éducative, considérer l'ensemble des espaces éducatifs, parce que tous sont nécessaires à une éducation équilibrée, en particulier pour les plus jeunes. L'éducation populaire est un secteur que nous soutenons vraiment fortement. L'une des premières politiques qu'on a lancées, c'est la politique vacances pour toutes et tous. L'objectif, c'est tout simplement de permettre à chaque enfant, et puis aujourd'hui, maintenant, on a aussi vacances pour tous seniors, enfin voilà, chacun d'avoir un espace d'évasion, d'accès à un espace d'éducation populaire, et puis tout simplement, c'est une politique qui contribue à c'est une politique qui vise aussi à améliorer la mixité à l'échelle de la ville. Si le dispositif est bien pensé, on peut faire partir en vacances des enfants des différents quartiers, des différents milieux sociaux, et ces espaces de mixité n'existent plus, ou peu en tout cas, à l'échelle d'une ville comme Poitiers. Et puis ça contribue aussi à une ville plus apaisée, j'en suis convaincue. C'est aussi une réponse aux enjeux de sécurité. Lorsqu'on fait partir des gens ensemble une semaine à la mer, et bien lorsqu'ils reviennent, ils ont appris à se connaître, ils ont vécu des expériences communes, et ça contribue à une ville beaucoup plus apaisée. J'en suis convaincue. Suite à cette politique, on a été très sollicité par d'autres collectivités qui disent « Ah mais comment vous faites ?» et tout. Enfin, vraiment on a envie de se former pour redévelopper ce type de politique, alors qu'on n'a rien inventé, honnêtement. Ça existe depuis très longtemps et ça a été impulsé autour du Front populaire, notamment à l'époque des congés payés. Enfin, c'est associé à tout cet imaginaire-là, donc on ne fait que relancer quelque chose qui était clairement enfermant, mais qui avait été abandonné. Enfin, qui a été abandonné, et Poitiers ne fait pas tout, mais par les politiques publiques. Et on a lancé les premières rencontres nationales de l'éducation populaire qui auront lieu en mars prochain, avec justement l'idée de repolitiser cette question-là, de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas des organigrammes ministériels, qu'elle ne disparaisse pas des compétences au cœur des collectivités. Et donc c'est un événement qui est à la fois un événement d'échange, de formation pour les élus, pour les cadres associatifs, pour les services de nos collectivités aussi, pour vraiment se réapproprier pleinement les outils pour encourager l'éducation populaire. Au-delà de ça, on a totalement reconstruit notre projet éducatif global. Un projet éducatif global, c'est un document qui cadre en gros les ambitions éducatives d'une ville. Les maires doivent le savoir, je ne sais pas, parfois ça se fait à l'échelle de l'intercommunalité, mais en tout cas nous c'est à l'échelle de la ville.
qu'on a essayé de co-construire avec l'ensemble de la communauté éducative, comme on dit. C'était un peu difficile. Parfois aussi, on est déçus, non pas parce qu'on n'y a pas pensé, mais parce que les gens ne se saisissent pas des espaces qu'on leur offre. On a même fait des ateliers avec les enfants eux-mêmes pour les consulter sur ce dont ils avaient envie dans le périscolaire, par exemple. Et parmi nos priorités, la première, c'est l'éducation nature, qui se décline de plein de manières. Je vais lancer quelques perches, et puis si vous voulez, on en reparlera, mais ça... Lorsqu'on parle d'éducation nature, et Stéphane connaît bien, mais on peut parler des bâtiments, des écoles par exemple. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos bâtiments scolaires soient des exemples d'intégration de la nature dans le bâti, par exemple. Par exemple, toutes nos nouvelles écoles seront des bâtiments à énergie positive pour habituer les enfants à ce qu'il y ait des panneaux solaires sur les toits, etc. Enfin, c'est normal, et en plus on est exemplaire. Ça passe par des cours végétalisés, et là c'est un peu une lutte de chaque instant, parce on est arrivé avec des services techniques qui ont une vision des espaces verts assez versaillaise, quoi. Donc faire comprendre qu'une cour végétalisée, ça peut tout simplement être une pelouse avec des arbres fruitiers, voilà, et pas forcément le truc avec plein de froufrous partout. Enfin voilà, c'est un combat de chaque instant, mais on va y arriver. Mais la dimension éducation nature, ça se décline aussi dans une pédagogie à part entière. Et on a lancé une pédagogie à part entière, et ça se décline notamment par des approches de type soutenir la classe dehors, par exemple, faire en sorte simplement que les enseignants sortent avec leurs élèves pour aller dans les parcs, dans les espaces naturels à proximité, et on a formé l'ensemble de nos intervenants éducatifs aux approches pédagogiques propres à faire école dehors, donc tous les intervenants périscolaires par exemple, avec des associations comme le Graine, que vous connaissez peut-être. On a monté un comité de pilotage partagé avec l'académie, donc le rectorat qui est en charge des enseignants. Donc si on veut vraiment qu'il y ait une action structurante, il faut qu'on travaille aussi avec l'éducation nationale. Donc on a monté un comité de pilotage commun mairie-académie autour de l'éducation nature pour soutenir les projets des équipes éducatives qui voulaient organiser des activités liées à l'éducation nature avec leurs élèves, et pour essayer de faire en sorte que les enseignants qui sont d'éducation nationale mais qui travaillent dans la ville de Poitiers soient formés aussi bien que nos intervenants périscolaires à nous. Et puis on accueillera en 2023 les premières rencontres internationales de la classe dehors, que c'est pas nous qui organisons cette fois-ci, mais on a été sollicité par la Fabrique des communs pédagogiques qui souhaite être soutenue par la ville de Poitiers. On en est bien sûr ravis. Je termine juste deux autres priorités de notre projet éducatif global: l'éducation à l'égalité et aux mixités, faire en sorte que les espaces éducatifs encouragent autant que possible la mixité entre les élèves, entre les deux différents milieux, l'apprentissage de l'égalité notamment entre les filles et les garçons. Et puis, troisième axe, faire en sorte que nos espaces éducatifs soient des espaces d'apprentissage de la démocratie et de la participation citoyenne, en mettant les élèves en situation d'être acteurs dès le plus jeune âge de choix qui concernent leur vie d'élève, leur vie d'apprenant de manière générale, qui se décline de plein de manières. Je pourrais en parler pendant des heures. Et vraiment pour finir, l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est un peu plus concret, terre à terre, c'est le périscolaire est un secteur qui dépend des mairies, qui est en pleine crise, et qui est un secteur avec des métiers clairement sous-payés. Et donc on est parmi les actions sociales que nous engageons le plus fort pour cette année, c'est un soutien ferme, structurant aux animateurs périscolaires qui sont partout en France, mais y compris à Poitiers en pleine crise sociale. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire hein, quand on sent chez toutes les deux autant d'envie. Donc moi j'aimerais, vous l'avez toutes les deux introduit dans votre propos de démarrage. Ce qui vous rapproche aussi, c'est le fait d'essayer de traiter une maladie. Notre démocratie, elle est malade. Très clairement, je devrais dire nos démocraties sont malades. Nos maires ont été élus avec un très faible pourcentage, mais même toi, évidemment, voilà. Donc, et si on prend sur les c'était pareil. Je crains que même notre président de la République, quel qu'il soit, il soit élu au deuxième tour avec un faible pourcentage de la population. Donc, Marie-Christine, je sais, et tu l'as déjà abordé tout à l'heure, tu es allé chercher des gens qu'on n'écoutait plus. Je pense que donner quelques exemples, je pense que tu peux en donner d'autres. Et peut-être que maintenant tu as pris du recul, tu as peut-être des idées à proposer aux élus, à ceux qui ont envie de s'engager plus tard. Comment on va rechercher, parce que là, encore ces derniers temps, on est sur les marchés, et bon, voilà, les gens vraiment sont de plus en plus éloignés de la politique, ils n'y croient plus.
toi, Léonore, justement, tu nous as décrit le parcours Poitiers collectif, et là aussi, c'est pas facile. Voilà. Donc, je pense que les gens sont aussi venus pour entendre vos conseils et voir un peu comment on peut aller rechercher des gens qui sont complètement... voilà. Puis quand vous aurez chacune des deux abordé ce sujet, ce que j'aimerais, c'est que vous posiez une question l'une à l'autre avant de donner la parole voilà, en disant, voilà, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre du parcours de Marie-Christine, et Marie-Christine, peut-être, qu'est-ce que tu as envie de savoir de ce que fait Léonore. On sent une envie de plateau télé, mais je t'assure, on va pas s'engueuler. Sur les gens à qui plus personne ne parle, je peux dire qu'en région Nord-Pas-de-Calais, on a énormément travaillé avec les Roms, on a énormément travaillé avec les prostituées, et on a énormément travaillé avec les sans-papiers. Et mon meilleur vice-président, qui était un homme admirable, qui vient de décéder, qui était un grand démocrate, un jour m'a dit « Mais Marie, c'est bien ce que tu fais, ils t'adorent, les Roms, les prostituées, les sans-papiers, mais ils votent pas. » On s'en est aperçu d'ailleurs en 98, quand on n'a pas été réélu. Par contre, à la fin de mon mandat, j'avais une cote supérieure à Pierre-Mauroy, dans la cote d'amour des gens, parce qu'il y a des sondages, qui est-ce que vous aimez bien et tout ça. Et sur les compléments de ces questions, les gens disaient, mais on l'aime bien parce qu'elle parle comme nous, et puis parce qu'elle s'intéresse, quand elle explique quelque chose, elle part de ce qu'on vit. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Quand on a fait les assises pour l'emploi et le travail, qui était vraiment un gros truc, hein. C'était un appel public à idées auquel ont répondu des chômeurs, des jeunes chefs d'entreprise, plein de gens ont répondu. Et derrière, on a fait 6 groupes de travail animés par des universitaires, un sur le chômage, un sur la réduction du temps de travail, un sur les nouveaux emplois, nouveaux services, etc. On a vraiment fait du boulot. Et un des trucs sur la réduction du temps de travail, ça a été de promouvoir, avant les lois Aubry, hein, une baisse du nombre d'heures de travail. On était encore à 39 heures à cette époque-là, mais c'était conditionnel. C'est-à-dire que si quelqu'un passait de 39 heures à 35 heures, ça libérait 4 heures. Puis vous en prenez un autre, vous aviez 4 heures de plus, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, on arrive à nouveau à 35 heures. Et ça, on disait, on crée un emploi. C'est-à-dire que c'était de la réduction du temps de travail pour créer de l'emploi. C'était pas un acquis social. Au contraire, parce que les gens voyaient leur salaire baisser, passant de 39 à 35 heures, puisqu'il n'y avait pas la loi à cette époque-là. Et il y a des gens qui ont joué le jeu, des entreprises complètes qui ont accepté de faire ça. Ils nous ont posé des conditions, hein, ils nous ont dit, mais si on libère 8 emplois nouveaux, on veut être les premiers à le savoir pour en parler aux gens de notre famille ou de notre rue ou à nos voisins pour qu'ils en profitent. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion de solidarité en quelque sorte. Et en travaillant avec les gens, tu parlais de partir des intérêts des gens, ben, il y a des gens qui nous ont dit « mais c'est vachement bien votre truc, sauf que baisser mon salaire, je peux pas, je viens de signer un truc pour acheter ma maison, je suis à un sou près, quoi. Je peux pas avoir du salaire en moins. Donc à ça, il faudrait que la région renégocie avec les banques nos prêts pour les étaler, je sais pas moi, de 3 ans de plus, ce qui fait que nos mensualités ne changeraient pas. Ben ça, franchement, j'y avais pas du tout pensé, mes collègues non plus, etc. Donc c'est les gens qui vous font remonter leur vécu, la réalité de leur vécu. Ils sont pas contre ce que vous proposez. Ils disent, pour moi, c'est pas possible. Mais ils vous font une suggestion pour que ça devienne possible. Et je pense que le futur de la mobilisation pour que les gens retournent aux urnes, ça va être des campagnes qui partent réellement du vécu, du quotidien des gens. Et donc, ça implique quand même des élus qui n'aient pas débuté leur vie dans la politique et fini leur vie dans la politique.
Ça implique des élus qui sachent ce que c'est que d'aller pousser un caddie, faire la queue pour avoir ceci, ou aller chercher les gamins à l'école et tout. Ça implique des gens qui ne soient pas génétiquement modifiés. Ça implique que les élus soient des gens normaux. Ça implique un turnover. Ça implique l'interdiction du cumul dans le temps au-delà d'un certain nombre de mandats. Ça implique l'interdiction du cumul qui ne permet plus de retourner à la vie de tous les jours. Moi, quand j'étais en région, je continuais à bosser pour le secours populaire et tout ça. Et je vous avoue que ça me remettait les idées à l'heure hein, par rapport au buffet du préfet. Hein. Donc, je pense que c'est ça la réconciliation. C'est la vie réelle et pas la condescendance. Je vais vous donner ça, je vais vous faire ça. Tout à l'heure, Léonore a parlé de sa campagne active des réseaux sociaux et tout ça. Et ça m'a fait penser à une chose que je vous ai pas dite en introduction. Enfin si, il y a des gens dans la salle, je vois leur tête, ils doivent être de la même époque, mais entre Léonore et moi, il y a presque 40 ans de différence pour l'âge de naissance. C'est-à-dire que quand j'ai débuté en région, Internet n'existait pas, les téléphones portables n'existaient pas. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la démocratie participative, sans les réseaux sociaux, sans Internet et sans les téléphones portables, on imaginerait mal de nos jours. Quoi. Bah, pourtant, on le fait. Mais voilà. ça devait, Voilà, c'est possible. Ah, mais ça devait avoir des avantages extrêmement positifs. Pardon, je voulais pas Oui, te ça couper, fait, oui, on en vient à se demander si c'était pas mal. Voilà, je m'arrête là. Mais... Je voulais pas te couper. Hein. Non, mais c'était le cri du cœur. Non, parce qu'on en vient parfois à des... Enfin, je me dis, au moins, lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones, enfin, ça devait au moins... Enfin, comment dire, la concertation et participation citoyenne devait forcément arrimer à quelque chose de humain et convivial, quoi. De vivant. Oui. Et là, on a des dispositifs parfois très froids, en fait, où en gros, en un clic derrière son ordinateur, on considère qu'on a associé les gens. Or, pour moi, penser en cercle, enfin, penser de manière collective, ça se fait physiquement, quoi. Enfin, en tout cas, je préfère de très très loin les dispositifs qui sont avec du bon vieux boitage, une bonne vieille réunion publique et où on parle vraiment avec les gens plutôt que les dispositifs en ligne qui doivent être utilisés que, pour moi en tout cas, à la marge et sous contrainte. Par exemple, en Covid, ça fait 1 an et demi qu'on peut presque pas organiser de réunion publique. Là, pour le coup, je ne sais pas comment vous auriez fait, mais sinon, c'est pas le Graal, quoi, pour moi, loin de là. Pour répondre rapidement à la question, je ne sais pas trop si du coup ça s'applique à comment est-ce qu'on fait qu'en politique une fois qu'on est aux manettes, ou est-ce que c'est comment une fois qu'on est aux manettes plutôt bon. Souvent la démocratie elle se résume à passer par les urnes tous les 5 ou 6 ans. Ouais. Et entre les deux, c'est ça l'idée, il n'y a rien à voir. Il y a les deux, ouais, je pense. Moi, je plaide vraiment pour faire évoluer. Enfin, de toute façon, le parti qu'on a pris toutes les deux, c'est de faire évoluer les choses de l'intérieur, quoi. Pas être anti-système, mais d'essayer de faire changer les organisations politiques. Et ces organisations politiques, elles sont soit les institutions, soit les partis. Enfin, les deux méritent d'être d'évoluer pour que, à terme, paf, ça fasse une participation à 90%. Mais comment agir? Enfin, déjà, moi, j'essaye de partir de pourquoi, en fait, une telle désaffection, notamment des urnes, mais des espaces de participation politique. Et ce serait un peu prétentieux d'avoir une bonne explication. Enfin, c'est les gens à qui il faut demander ça, quoi, en fait. Mais on peut le mettre sous deux angles, quand même. D'une part, une forte méfiance, une forte défiance citoyenne envers la politique et le personnel politique. Et d'autre part, et plus, d'ailleurs, je pense, une forme de fatalisme, en fait, de désintérêt et de sentiment d'impuissance, tant de la part des politiques qui sont, en fait, dont on se rend compte qu'ils sont impuissants qu'ils ne peuvent pas résoudre toutes les situations, quand bien même, y compris surtout au niveau présidentiel, on est fondé sur une espèce de vision du chef d'État tout puissant, alors qu'en fait non. Et donc à force, les citoyens, constatent l'impuissance, et ça donne plus très envie d'agir, et puis se sentent eux-mêmes impuissants à pouvoir changer le cours des choses, clairement, quoi. Sur la méfiance, et beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de répondre à ces enjeux-là sont plus de l'ordre de la culture, de la manière de faire politique, que par des mesures froides, quoi, je pense. Enfin, c'est difficile de mettre une case à cocher en face, quoi. La méfiance, on peut la résoudre par un effort de transparence dans l'action publique, à mon sens. C'est beaucoup d'élus qui publient leur agenda, qui publient leur indemnité, c'est une obligation légale, mais tout le monde ne le fait pas. Vraiment transparence autant que possible dans l'action qu'on conduit, beaucoup de pédagogie, prendre les gens tout simplement par l'intelligence, quoi. En fait, il y a tellement de communication politique qui considèrent que les gens sont des enfants, dans le mauvais sens du terme, quoi. Et vraiment une bonne information
Non, mais j'aime bien les enfants, c'est pas le problème. Je me suis mal exprimée, mais en gros, on parle aux gens comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre les enjeux politiques. Et il faut vraiment expliquer les choses, en fait. En général, les gens comprennent. Et enfin, ça peut sembler enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, dans mon vécu, en tout cas, ça ne l'est pas. Le rendu compte est très important. C'est ce que fait Marie dans son livre. Mais par exemple, on dit toujours qu'on voit les élus que sur les marchés. Enfin, on voit les candidats que sur les marchés avant les élections. Nos élus font des permanences tous les 15 jours sur les marchés avec un stand mairie de Poitiers où on vient se confronter tout simplement aux questions des citoyens et leur répondre sans tabou. Ouvrir des espaces de communication directe autant que possible, là encore avec l'idée de montrer qu'il n'y a pas de questions sans réponse, en fait il n'y a pas d'opacité, enfin lever le doute en fait sur l'opacité présumée des cercles de décision politique. Je fais des lives Facebook par exemple régulièrement, moi ou les élus avec les gens, ce qui réunit pour un soir en semaine par exemple à l'échelle de Poitiers jusqu'à 100-120 personnes quoi. On rêverait de faire autant pour un meeting politique, enfin pour une réunion politique, donc il y a de l'intérêt pour ça et les gens posent des questions sur leur quotidien. Mon parc, l'horaire de mon école, l'éclairage public, machin. Donc voilà, créer autant d'espaces possibles pour lever l'opacité présumée sur les espaces de décision politique. Et puis pour lutter contre le désintérêt et le fatalisme, là encore, je parie sur un vrai effort d'information et de communication vis-à-vis des citoyennes et des citoyens. Je suis persuadée que une bonne communication politique, c'est la vraie première étape de la participation citoyenne. Si on permet aux gens de comprendre les enjeux propres à leur vie, à leur ville et les enjeux des politiques publiques qu'on conduit, eh bien, on suscite de l'intérêt et ensuite on les remet en position d'être acteurs. Ça passe par le fait de revitaliser les espaces existants. Typiquement, on a tous dans nos villes des conseils citoyens, des comités de quartier qui sont pour certains obligatoires au regard de la loi mais qui sont bien souvent dévitalisés. Nous, on se fait accompagner par un sociologue pour voir comment est-ce qu'on peut remobiliser tout ça pour vraiment faire en sorte que ce soit des espaces où les gens puissent s'investir, se sentir pris en compte par la mairie. Et puis ça passe aussi par le fait d'innover, d'essayer de nouvelles formes de démocratie. Pour vous citer 2 exemples, on a monté à Poitiers une convention citoyenne pour le numérique responsable sur le même format que la convention citoyenne pour le climat. C'est parti d'une motion qu'on avait fait sur la 5G, j'imagine que vous êtes beaucoup à en avoir aussi entendu parler. On voulait absolument que la ville de Poitiers, comme plein d'autres villes, s'oppose à la 5G. Sauf qu'en fait, moi, je veux pas faire voter des choses qui correspondent pas à nos prérogatives, et donc en fait, on s'est rendu compte qu'une ville, à part aller faire une ZAD, enfin, et encore même pas, enfin, je veux dire, on peut rien faire en tant que ville, ou en tout cas très très peu. Mais par contre, on voulait vraiment permettre aux citoyens et aux citoyennes de se saisir de cet enjeu-là. Donc on a réuni une convention sur la base de gens tirés au sort et volontaires, qui avaient pour feuille de route de faire des propositions qu'on va voter sans filtre au prochain conseil municipal sur le numérique responsable, c'est-à-dire faire en sorte que nos pratiques elles soient le plus inclusives socialement et le plus sobres écologiquement parlant. Et il y a plein de propositions qui en sont ressorties et les gens, ça les a mis en mouvement et ça les a intéressés pour ce sujet dont ils se sentaient un peu dépossédés. Et puis là, on est en train de lancer une assemblée citoyenne aussi. C'est une assemblée qui va assez loin. C'est un peu comme c'est une assemblée de 100 citoyens tirés au sort chaque année, donc avec un renouvellement annuel qui aura 4 sessions de fête de la démocratie populaire. Enfin, ils pourront se saisir d'un sujet. Ils auront le choix du sujet, le choix d'une décision à soumettre aux élus municipaux et notre engagement, c'est de soumettre la décision de l'Assemblée citoyenne, encore une fois sans filtre, au vote du conseil municipal. Et c'est une instance qui associe étroitement la participation citoyenne avec des espaces de cette assemblée qui seront ouverts à toutes et à tous et à chaque fois associés à une dimension conviviale et festive pour remettre la démocratie un peu au cœur de la ville et dans cette dimension chaleureuse, humaine dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour terminer, pour revenir plutôt sur la partie campagne, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que si on veut, à mon sens, la solution est à rechercher du fait dans l'ouverture qu'on peut avoir vis-à-vis des attentes réelles de la société. Aujourd'hui, le constat il est tellement dur sur l'état de la démocratie que personne ne peut prétendre avoir la bonne recette. Et partir vraiment des attentes des citoyennes et des citoyens, et notamment ceux, la plupart, qui ne sont pas méfiants, ou qui ne sont pas contre la politique, mais qui juste se sentent complètement plus concernés, remettre en question ces certitudes aussi, et de la part de tout le monde, et repartir vraiment des attentes des gens pour re-questionner nos manières de faire politique en tant qu'organisation politique cette fois-ci, et pas imposer notre logiciel tout simplement parce qu'on pense que c'est le bon depuis 30 ans et que ça doit toujours fonctionner comme ça et que voilà quoi. Mais je respecte infiniment les pionniers de l'écologie politique, donc je ne remets pas en question les pratiques du tout, mais c'est voilà. Un petit ajout qui m'est venu en pensant la réconciliation avec les gens, ça passe par la sobriété des moyens aussi. Ils ne sont pas là pour vous voir vous éclater sur les moyens issus de leurs impôts au passage. Néanmoins,
Je voudrais vous raconter une anecdote. C'est mon premier vice-président, Michel Delbar, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est? T'as revendu les grosses voitures et maintenant ta voiture, elle est plus petite que celle du préfet, donc t'es contre la décentralisation. » Premier temps. Et le deuxième temps, c'est les pauvres gens qui me disaient dans le bassin minier « Ils vous ont pas laissé une grosse voiture ?» Parce qu'ils aimaient bien. Il y a le côté d'Angleterre, vous savez, faut son carrosse, quoi, voilà. Et c'est quand même intéressant. Sur l'honnêteté, je voudrais dire l'importance de la décision collective pour chasser la malhonnêteté. C'est un peu comme l'ail avec les vampires. Dans mon cabinet, il y avait 10 personnes et on avait 2 Clio, des voitures pour circuler dans la région. Et un jour, un ami et salarié du cabinet me dit « Les vacances arrivent, au mois d'août il n'y a personne, je vais prendre une Clio pour partir en vacances. » J'étais pas trop d'accord, mais en même temps c'est un copain, mais bon, là là là. Et j'ai eu l'idée de génie, je lui ai dit « Pas de problème, demain, tous les matins on se voyait 1h30, à 10 pour réfléchir. Demain, tu le mets à l'ordre du jour du cabinet et on en discute collectivement. » Donc on a liquidé plusieurs affaires, puis on est arrivé à ça, et j'ai dit « Christian, tu as quelque chose à nous proposer ?» Et les 9 autres écoutaient avec attention, il a fait « Non, bah finalement je vais prendre le train. » Voilà, la décision collective chasse le détournement de fonds, c'est clair. Et un point que je n'ai pas abordé et qu'on avait mis en œuvre, c'était l'évaluation des politiques publiques. On avait recruté quelqu'un d'indépendant, et l'évaluation des politiques publiques, c'est pas regarder après le résultat de ce qui a été fait, c'est poser la question en amont, quel but poursuivez-vous? Et donc, vous allez dire que j'en veux aux sportifs, mais c'est parce que c'est le plus simple, c'est des petites politiques. Cet évaluateur a commencé par les sports, il est allé voir le vice-président au sport, et il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites comme politique sportive ?» Il fait « On construit des salles de sport. » Il dit oui, d'accord, mais pourquoi? Il dit on construit des salles de sport pour construire des salles de sport. Et l'évaluateur, qui était quelqu'un, un ancien de la Cour des comptes, très neutre, il lui dit mais attendez, c'est pourquoi? Pour une population en bonne santé? Pour occuper les jeunes pour pas qu'ils fassent des bêtises? Ou bien pour favoriser le BTP pour qu'il y ait de la construction dans la région? Ou pour initier la haute qualité environnementale dans le truc? Ou pour soutenir votre copain qui va se présenter au cantonal et construire une salle des sports inaugurée 6 mois avant? Bon, l'évaluateur, il a failli se faire casser la figure, hein, parce que le vice-président était furieux. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut savoir le but que l'on poursuit, parce que en se posant les questions, c'est pour une population jeune en bonne santé, vous ne faites pas les mêmes équipements sportifs, c'est pas les mêmes heures d'ouverture, etc. Si c'est pour à la fois ça et le BTP, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on ne construit pas en même temps que les vacances scolaires, parce qu'aux vacances scolaires, non, il faut construire pas pendant les vacances scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, c'est là qu'on construit les lycées. Donc il faut étaler la commande publique pour que le BTP ait du travail tout le temps, plutôt que de prendre tout le monde d'un coup, puis de licencier tout le monde pendant 6 mois. Selon le but que vous poursuivez, vous affinez vos politiques et surtout vous définissez des indicateurs pour 3 ans après, par exemple, regardez si vous avez atteint votre but ou pas. Et ça, c'est un facteur de démocratie et de transparence. Des questions? Oui, alors je vais vous laisser un micro pour 2, hein, comme ça on pourra... Donc la première question, elle est pour toi, c'est pour Marie-Christine. Donc voilà, qu'est-ce que tu voudrais demander à Marie-Christine? Alors Marie-Christine, ceci est une vraie question. Alors même que moi j'ai été élue, nous avons été élus avec mon équipe au cœur d'une vague verte qui a vu quand même pas mal de villes en France passer au vert, quoi. Donc on se sent quand même, moi je me sens faire partie d'un mouvement, d'un collectif et donc pas isolée. Toi en revanche, j'imagine que tu as dû te sentir extrêmement isolée en tant qu'écologiste aux responsabilités dans une région à l'époque où tu as été élu. Et
moi, dans l'exercice de mon mandat, je trouve parfois extrêmement difficile d'être confronté à de devoir travailler avec des gens qui ont un logiciel mais extrêmement éloigné des nôtres. Et voilà, je sens, je vois des gens qui hochent la tête, mais des gens qui soutiennent Mordicus, la création d'une nouvelle autoroute, des gens qui soutiennent Mordicus, des grands projets inutiles comme ça qui nous paraissent. Et d'une part, est-ce que ton expérience t'a donné quelque chose qui aurait nourri ta persévérance, ou des choses qui marcheraient particulièrement pour parler avec des gens pour essayer de convaincre des gens qui n'ont absolument pas les mêmes codes que nous. Voilà. Je ne sais pas si la question était claire, mais c'est d'abord une question de comment as-tu fait personnellement, et as-tu des conseils à donner, je pense à beaucoup de gens ici qui sont militants et qui peuvent se nourrir de ça. D'abord, sur la différence de culture et la difficulté de dialogue, moi je vous raconte des anecdotes, mais je pense qu'elles vous permettent de comprendre l'esprit. Michel Delbas, grand socialiste qui avait été ministre et qui aurait dû devenir le président de la région Nord-Pas-de-Calais à ma place, quand on était fâché, il disait « Mais vous les écolos, on peut pas travailler avec vous, quoi. Les autres partenaires, les radicaux de gauche ou les communistes, mais ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Ils veulent un bureau, un poste, une bagnole, et puis voilà. Ou une augmentation du budget des sorties sportives et tout, mais un truc qu'ils peuvent valoriser. Et vous voulez le développement durable, mais c'est n'importe quoi, vous n'êtes jamais content, etc. Donc il y avait cette notion de langage différent, où on poursuivait un paradigme global qui emmerdait toutes les politiques, globalement, alors qu'ils auraient mieux aimé qu'on porte un projet, puis ils nous le donnent ou ils ne nous le donnent pas, mais au moins on sait de quoi on parle. Le deuxième exemple, c'est Daniel Percheron, le grand Manitou de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais, qui un jour a entendu notre vice-président à l'environnement, Alain Trédé, dire « La politique qu'ont fait les Verts, là, en région Nord-Pas-de-Calais, sur le ferroviaire, est exemplaire. On a doublé la fréquentation voyageurs sur les lignes de train, on a été les premiers à prendre la gestion du TER, et en plus, on a fait des commandes, la région a fait des commandes qui ont sauvé l'emploi, et ce sont des trains en aluminium 2 fois plus légers que les anciens trains, donc on consomme moins d'énergie que n'en consommait autrefois le transport voyageur. » Et Daniel Percheron répond « Mais c'est magnifique, là, moi, socialiste, je comprends les Verts, main dans la main, on part en avant. » Et Alain Trédé, le vice-président écolo, qui fait « Oui, mais l'aluminium, c'est le métal le plus cher à produire en énergie, et ça pose un problème puisque c'est lié à la centrale de Gravelines, etc. » Et là, Percheron, il a dit « Voilà pourquoi on s'entendra jamais avec les écologistes, c'est qu'ils sont jamais contents. » Et cette notion de vouloir toujours aller plus loin dans le développement durable, c'est un objet de dialogue enrayé avec nos amis éventuellement socialistes ou communistes, et quelquefois ils trouvent que ça serait bien qu'on s'arrête à un truc, un truc très concret. Et je pense que si on veut travailler avec eux, faut faire la part des choses entre notre paradigme poursuit en permanence, mais aussi des étapes, des choses très précises qu'on veut obtenir et pourquoi on veut les obtenir et comment eux aussi peuvent les vendre, entre guillemets. Ça me semble avoir beaucoup d'importance, quoi. Sinon... Dans la question de Léonore, il y avait aussi la solitude par rapport à elle qui a maintenant un réseau de maires écolos. Est-ce que tu as eu quand même des alliés que tu as pu trouver Non, pas du tout. À l'interne, c'était hors de question d'avoir des alliés. Les alliés, on les a trouvés après. En région Nord-Pas-de-Calais, il y avait énormément de gens qui étaient des contractuels, qui n'étaient pas des fonctionnaires. Donc, c'était pas, pour la moitié, c'était pas l'esprit fonctionnaire, nouveau président, je suis. C'était des militants socialistes. Ils étaient presque plus en résistance que les élus qui avaient voté pour nous, quoi. Et puis, peu à peu, ils s'y sont mis. Je vais vous donner le plan lycée, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, il y avait des amiantages, mais à part ça, ils m'ont dit « Où vous voulez construire un lycée ?» À Hesdin, où vous habitez? Je dis non, c'est pas que ça dit, c'est à Hesdin, c'est une petite ville comme ça et tout ça. Parce que le président d'avant, il en avait fait un à Beuvry, où il habitait, et le vice-président à Dunkerque, où il habitait. Je dis, non. Hein. Alors, ils étaient très déconcertés, ils m'ont dit, mais on comprend pas ce que vous voulez.
Et je leur ai dit, mais c'est simple, je veux un plan de démographie, là où il va y avoir beaucoup d'élèves, un plan de sécurité, là où il y a des lycées prêts à brûler ou à s'effondrer, et puis un plan thématique par rapport au calendrier des formations et à la carte des formations, savoir on a besoin d'audiovisuel ou de choses spécialisées, c'est ça. Et après ça, on fait un plan de financement et tout ça. Et bien ils s'y sont mis, ils y ont pris goût. Ceux des transports ont pris goût au comité d'usagers du fer et à des réunions tardives où ils animaient la parole des voyageurs qui disaient on veut ci, on veut ça, et on a amélioré les choses. Et ils y ont pris goût. Ils n'ont jamais, bien sûr, adhéré au vert et on leur a jamais demandé. Et quand j'ai quitté la région, à mon grand étonnement, il y en a plein qui ont adhéré au vert. Ils attendaient tous le retour de Delbar. C'était papa, quoi. C'était un mec sérieux. Et lui, c'était un homme, quoi. Et il avait été ministre et tout ça. Et Delbar est revenu. Et ils l'ont vu racheter des grosses voitures, exiger un lycée à Dunkerque, faire preuve d'autoritarisme, dire là tu me mets ça parce que c'est un copain, là tu refuses parce qu'il n'est pas de mon parti. Et ils ont été dégoûtés, ils ont demandé des mutations. Il y en a plein qui sont partis à Strasbourg, il y en a qui sont partis dans le sud, chez Vozelle. Et ça, c'était quand même intéressant de voir cette adoption a posteriori d'une façon de travailler autrement. Donc cette solitude interne, oui, on le savait, hein, on était en zone dangereuse en permanence. Hein. Mais ça a fait plaisir à la fin de voir cette conversion. Par contre, j'étais pas seule parce que tout le mouvement des militants verts cartés de toute la France était ravi d'avoir cet exemple. À chaque fois qu'on réalisait le premier lycée HQE de France, ils étaient fiers de pouvoir dire qu'on faisait des choses. On a désendetté la région. Donc des tas de trucs qui étaient valorisables, ils pouvaient le dire, c'était des exemples reproductibles. On a beaucoup alimenté le centre de formation des écologistes élus, qui s'appelait le C10, et on leur a permis d'utiliser les exemples, de se former et tout ça. Donc ça, c'est super, c'est bien. Il y a une chose, et c'est très politicien ce que je vais dire, mais moi je suis transparente. J'étais assez étonnée de me balader en France au bout de 5 ans de mon mandat et d'avoir des élus locaux verts qui disaient « Mais pourquoi vous dites pas tout ça? Pourquoi on ne le sait pas tout ça ?» Et j'en ai tiré 2 leçons. On était très mauvais en communication. Donc Léonore vient de dire que c'est très important et je le confirme. Et la deuxième chose que j'avais sous-estimée, on avait des leaders nationaux qui voulaient se présenter à la présidentielle et qui n'avaient aucun intérêt à médiatiser les réussites du Nord-Pas-de-Calais, s'imaginant que je pourrais avoir des ambitions nationales. Alors que franchement, moi j'étais 1000 fois mieux à ma maison, j'avais rien demandé, et donc il n'y avait pas de danger, quoi. Mais il y en a qui ne l'avaient pas interprété comme ça. Voilà. Alors ta question, Ma question à Léonore, c'est comment fait-elle au niveau de son agenda pour préserver des temps épicuriens personnels, de sa vie personnelle? C'est un défi quotidien. Non, ça fait partie des choses qui tombent dessus, hein, lorsqu'on est, pour moi en tout cas, qui me sont tombées dessus lorsque j'ai été élue. Hein, avant mon élection, j'avais encore un agenda papier que je gérais moi-même. Et là, du jour au lendemain, il y a un monsieur qui s'appelle un chef de cabinet qui gère notre agenda pour nous. Donc, effectivement, la phrase qui me vient en tête, c'est avant j'avais des principes et maintenant je suis élue. Mais relativement à la gestion de l'agenda, je veux dire. Hein. On se dit avec fougue, oui, je vais me réserver une plage et là je déconnecte. Et en fait, c'est rarement. Il y a toujours une priorité, tel club de sport. Si on n'y va pas, ça va être perçu comme un message. De fait, je n'ai pas de contraintes familiales fortes, mais ça arrivera peut-être un jour. Et là, le défi sera bien plus grand qu'aujourd'hui. Effectivement, je peux passer 12 heures par jour à la mairie. Voilà. Je ne sais pas trop comment dire, si ce n'est préserver des plages de congé, préserver le week-end autant que possible, mais
Mais non, mais enfin, ça m'évoque une réflexion. Parmi le public qu'il est plus difficile de mobiliser en tant qu'élu, c'est le public jeunes parents notamment. Enfin, vraiment, je mesure la lourdeur de mon planning aujourd'hui et je mesure combien ce serait difficile, voire impossible, d'être parent de jeunes enfants en même temps. Et c'est vraiment le public qu'on a le plus de difficultés à toucher. Ou avec, enfin, nous, on est en train d'engager, il se trouve que du coup, comme notre équipe, on l'a renouvelé, mais on a plein de jeunes parents dans notre équipe et on essaye de faire évoluer le système pour faire en sorte que ce soit aussi facile pour des jeunes parents et en particulier pour des jeunes mamans de s'investir en tant qu'élus que les autres, avec des systèmes de garde, avec des systèmes. Mais bon, c'est pas facile parce qu'au-delà de la bonne idée, amener son enfant en réunion, pour qu'il soit gardé pendant qu'on est en réunion jusqu'à 23h, c'est pas simple. Enfin, il y a vraiment un nœud du défi sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'égalité entre les âges vis-à-vis de l'engagement politique. Mais ça me concerne pas directement, mais je le constate depuis le début du mandat, c'est assez marquant. Merci. Puis parfois, on t'invite à un après-midi un peu plus cool à la Rochefort. Voilà. Alors, la parole à la salle. Donc, si vous adressez votre question aux deux ou à l'une des deux, pour que. Et je répéterai la question pour que les amis qui suivent sur le Facebook Live puissent l'entendre, parce que. Voilà. Oui, Alain, vas-y. Ça s'adresse aux deux, mais plus particulièrement au territoire Nord-Pas-de-Calais. Concernant l'Amphita, est-ce que vous gérez cette association nationale qui a été créée par Damien Carême sur l'association nationale d'accueil vie et territoire accueillant? Alors, donc la question est là, c'est effectivement ta position par rapport à l'Envita, enfin votre position à toutes les deux. Alors, l'Envita a été créée bien après le départ de Marie-Christine, donc parce que ça date de 3 ans, donc voilà. Mais voilà, je vous laisse la parole donc sur l'Envita, donc qui est l'association. Alors, Jean-Pierre a répondu en partie, ça n'existait absolument pas. Et Damien Carême existait, mais pas comme maintenant. Il n'était pas maire de Grande-Synthe. Simplement, pendant mon mandat, il y a eu des crises des sans-papiers expulsables et il y a eu Saint-Bernard, quand la police a fracturé l'église et tout ça. Nous étions côté des sans-papiers et nous avons organisé les premiers parrainages baptêmes républicains d'enfants de sans-papiers, en mobilisant des artistes comme Casatsu ou son gendre, je ne sais plus son nom, le musicien qui est décédé, qui jouait du violon, Didier Lockwood, etc., ou bien Daniel Mesguich, qui était un homme de théâtre, et ils sont venus parrainer, et évidemment le préfet a battu en retraite, n'expulsant plus leurs parents. Et on a fait un énorme travail, j'ai accompagné des grèves de la faim pour éviter des expulsions, et on a eu un excellent préfet à un moment qui s'appelait Potra et qui faisait des réunions avec nous, et un à un on a régularisé des tas de gens pièce par pièce. Mais les territoires accueillants ne se posaient pas à cette époque-là. La seule action que j'ai pu avoir, c'est quand Damien Carême est devenu maire de Grande-Synthe et a développé son aire de stationnement et de résidence avec les normes du Haut Comité des réfugiés pour désengorger un lieu insalubre, un marécage croupissant où sévissaient d'ailleurs des mafias qui barraient la route des douches et faisaient payer aux gens des douches. Tout ça, c'était la misère, exploite la misère, c'était l'horreur absolue. Ce camp a été installé et le préfet harcelait Damien Carême en disant « mais c'est pas en sécurité, mais je vous interdis d'eux, mais c'est pas possible, et ceci et cela ». Il faut savoir que la population de Grande-Synthe était derrière le maire, parce qu'il avait fait tellement pour eux sur la biodiversité, sur le vivre ensemble et tout ça, que cette idée d'héberger des migrants de façon digne leur convenait aussi. Et à cette époque-là, moi j'étais sénatrice, donc sénatrice, on a plus de poids sur les ministres. J'ai harcelé le cabinet de Cazeneuve, puis Cazeneuve, et j'ai réussi à ce qu'ils viennent avec la ministre du Logement de l'époque, sur place, se rendre compte, discuter avec Damien Carême, et le préfet s'est incliné et il a arrêté d'harceler Damien Carême pendant 1 an et demi. Puis après, il y a eu l'incendie et tout ça. Mais les territoires d'accueil auxquels ont participé plusieurs maires du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas d'une époque que moi j'ai accompagné. Voilà.
Ben, rapidement, juste pour vous dire nous à Poitiers, on a lancé une politique d'hospitalité qui n'existait pas. Enfin, il y avait un fort tissu associatif solidaire, mais pas d'élus, par exemple, qui suivaient ces politiques-là. Donc on a désormais un adjoint à la ville accueillante. C'est le même adjoint qui s'occupe de tout ce qui est état civil, par exemple, que des politiques d'accueil des personnes étrangères. Ça a du sens pour nous de montrer que le service public doit être accessible à tout le monde de la même manière. Et parmi ses premières actions, c'était d'adhérer à l'Envita. Et aujourd'hui, on a structuré toute une feuille de route sur la politique d'hospitalité de la ville de Poitiers, qui se décline de plein de manières, mais notamment favoriser autant que possible le logement des personnes qui sont migrantes et à la rue, et avec une forte priorité sur les familles dont les enfants sont scolarisés à Poitiers, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait même des familles avec des enfants très jeunes qui étaient en situation de très grande précarité, voire sans abri. Donc on est en train de rénover, un exemple, c'est on rénove notre propre patrimoine municipal avec l'idée d'avoir une exemplarité en la matière. On a des appartements, des logements de gardiens qui ne servent plus, par exemple, qu'on met à disposition de ces familles-là. Et puis on va développer de nouveaux logements à l'intermédiation, comme on dit, avec l'idée vraiment qu'il y ait prioritairement plus personnes qui dorment à la rue, et en particulier les personnes étrangères. En tout cas, pour le territoire de Poitiers, c'est le principal besoin. Au-delà de tous ceux sur lesquels on ne peut pas intervenir, les politiques de l'État est vraiment, du point de vue d'un maire, est vraiment affreuse, inhumaine en la matière. Là, par exemple, dans la Vienne, là où je suis, il n'y a plus aucun guichet physique pour que les gens prennent leur rendez-vous pour avoir accès à leurs papiers. La plateforme en ligne saute une fois, elle marche quand elle veut, et parfois ça marche pas, pendant 15 jours ça remarche. Les rendez-vous arrivent trop tard pour que les gens gardent leurs droits. Vous connaissez tout ça si vous êtes engagé dans le domaine, mais c'est vraiment affreux. On se sent très souvent démunis et on fait des kilos de courrier à la préfète pour l'alerter sur telle ou telle situation. On est très démunis, mais ce sur quoi on peut agir, en particulier le logement, l'apprentissage de la langue, l'accueil de migrants en stage, par exemple, dans la collectivité, on le fait. Christophe, si tu peux avancer, on évitera de répéter. J'ai la chance d'être président d'un conseil de développement qui, si je ne dis pas de bêtises, sont la conséquence de la loi Voynet en 98. Et à ce titre-là, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec des élus sur un plan climat et énergie territorial. Et j'ai envie de considérer ce travail-là comme la possibilité, et c'est la question que je vous pose, comment la crise climatique qu'on peut avoir, tout le travail qu'on a à faire ensemble, est-ce que vous le considérez comme une chance extraordinaire pour réussir à trouver une matière de travail entre des élus et des citoyens qui souhaiteraient s'engager, et notamment, et ça c'est quelque chose que je vis au quotidien, comment est-ce qu'on arrive à faire, qu'on arrive à traduire en local toutes les grandes valeurs qu'on est capable de porter, et ou les transitions qu'on a envie de mener. Je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est sûr que c'est une opportunité. Et Yannick Jadot l'évoquait en disant c'est compliqué parce que d'une part, pour montrer que c'est sérieux, on doit faire peur aux gens en disant ça va être terrible, et en même temps, il faut fédérer leurs énergies, donc il faut leur donner un avenir à vivre enthousiasmant qu'ils doivent tricoter eux-mêmes, donc c'est pas facile. Cette opportunité, il faut la décliner avec les gens sur le mode les pouvoirs publics sont là, ça va tanguer, ça va souffler, ça va inonder, ça va chauffer, donc il faut protéger. Je pense qu'il y a un travail énorme à faire, mais vraiment de protection civile, d'être capable très rapidement de protéger des gens inondés, ou des gens qui ont trop chaud, ou des gens qui ont plus d'eau, etc. Premier travail, on est là pour vous protéger. Deuxième travail, on est là pour vous aider, c'est-à-dire vous rendre fort par rapport à ce qui va arriver. Des maisons isolées, des modes de transport non consommateurs d'énergie, et puis aussi comment vivre, et c'est pour ça que dans les programmes écologistes, des heures de formation agréables et ludiques, au jardinage, au bricolage, au maraîchage, à la couture, à la cuisine, sont absolument indispensables. Parce que le savoir de la main, c'est une belle chose, mais en plus, le jour où il n'y a pas d'électricité, être capable, avec un petit groupe, de savoir remettre en route sa chaudière pour que quand même elle puisse fonctionner, pour peu que vous ayez du gaz, mais elle est dépendante d'une commande électrique,
savoir bricoler comme ça, comme Négawatt le fait, c'est-à-dire réduire sa consommation dans la maison, installer un micro-chauffe-eau près de son robinet pour pas tirer 15 litres d'eau froide avant d'avoir le premier litre d'eau chaude qui arrive, etc. Le savoir du bricolage, c'est ça aussi la transition écologique. Et les gens s'imaginent que c'est les éoliennes, ceci, c'est pas seulement ça, c'est aussi au domestique redevenir en autonomie, redevenir maître chez soi. Et protéger, aider et ouvrir des possibles, parce que ce que je disais tout à l'heure, les gens ont de l'imagination, les gens ont du savoir-faire, les gens ont des envies, donc les pouvoirs publics doivent ouvrir des possibles pour recueillir ces idées, les mettre en débat avec d'autres gens, et puis voir comment on s'y met. Et c'est comme ça que des gens ont déjà mis en route le locavore ou des initiatives qui sont des vraies initiatives de résilience, des vraies initiatives d'autonomie, de non-dépendance. La pandémie aurait dû être une belle opportunité. Elle a développé des solidarités. Mais ces solidarités, malheureusement, n'ont pas été mises en lumière par les médias du tout. Mais il y a eu des solidarités extraordinaires, y compris dans des quartiers où certains ne mettent plus les pieds à Marseille, mais où des gens se sont trouvés soudain, sans revenus, parce que c'est tous des emplois au noir ou des petits emplois occasionnels, et pour d'autres, sans possibilité d'aller faire les courses ou des choses comme ça, parce que les dispositifs d'aide sociaux n'existaient plus. Et il y a eu des tissages de solidarité magnifiques qui se sont faits sans la puissance publique. Et donc, que la puissance publique ouvre ces espaces et apporte son appui à ces innovations, c'est l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes petits-enfants, parce que j'ai une petite fille qui a 13 ans qui fait « c'est pas gai l'avenir », parce qu'on voit des émissions à la télé, « oh là là, mais ça, on va plus avoir à manger, on va plus tout ça ». Il y a quelque chose d'anxiogène, et je lui ai dit « mais tu te rends pas compte, ce monde qui est un peu vieillissant, moisi, là, c'est une opportunité de réinventer ». Mais cette opportunité, elle demande quand même des solidarités et de la bonne volonté, oui. Et surtout des élus qui continuent pas à faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé Macron. Il est venu dans ma région d'origine. Il est venu faire son malin auprès des mineurs de Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Les mineurs, tout ça. Moi, ça m'énerve. Il n'a jamais mis un pied à la mine. Il ne sait pas ce que c'est. Mais bon, passons. Et puis, il est venu à Dunkerque. Et là, tout le monde était à genoux. Il a annoncé une grande usine qui va salarier plein de gens pour faire des batteries pour les voitures électriques qui va nous rendre indépendants en France. Extraordinaire. Moi, je suis contre la voiture électrique, c'est une vraie connerie avec les batteries au lithium. Mais passons. Admettons. Il fait ça. Tout le monde est content. Et où elle est, cette entreprise ? Elle est sur la zone portuaire de Dunkerque en Flandre-Maritime, dont on sait que dans moins de 20 ans, elle aura les pieds dans l'eau. Mais il suffit de la faire 10 mètres plus haut avec des remblais. Mais non, ils vont pas le faire. Je sais qu'ils vont pas le faire. Ils vont la laisser au niveau 1 mètre pour se prendre le bouillon dans 15 ans ou 20 ans. Ça, c'est des vraies imbécilités. À Umicore, qui est une grande entreprise près d'Anvers, ils ont développé depuis 5 ans, et ça y est, ça marche, le process pour récupérer l'or, le nickel, l'argent, tout ce que vous voulez de tous les téléphones et les morceaux d'ordinateur. Et là, ils ont développé une chaîne pour récupérer le lithium des batteries. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une usine pour fabriquer des batteries et on va pas faire l'usine de reconversion, alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a la meilleure histoire sidérurgique de France. On a eu Métal Europe et tout ça, on a encore des gens qui ont du savoir-faire, de l'or dans les mains, on a encore les ingénieurs. Non, on va faire produire la croissance des années 60. Donc voilà, c'est ça aussi la transition que vous appelez de vos voeux. Ça exige quand même qu'il y ait les neurones qui se connectent, quoi. Voilà. Votre question, si j'essaye de la résumer, c'était est-ce qu'on peut considérer le changement climatique comme une opportunité pour reconstruire ensemble un avenir différent avec les citoyens. Moi, ça me demande des efforts de le considérer comme ça, honnêtement, et en plus, parce que les exemples que tu évoques, moi, on les constate toutes et tous les jours, quoi. C'est-à-dire que, oui, dans l'absolu, vraiment dans l'absolu, ce qu'il faudrait
faire face, ce qu'il faut faire face à une crise, c'est se mettre, mon approche serait de mettre tout le monde autour de la table et de dire, ok, comment on s'organise pour faire en sorte qu'effectivement, ça va être difficile, mais comment on s'organise pour le passer ensemble et faire en sorte que ça aille mieux. Et en quelque sorte, je suis allée à la COP 26, en fait, ça pourrait être ça aussi, une COP, c'est une crise mondiale égale, on met tous les dirigeants mondiaux autour de la table et on voit comment on s'organise pour faire ensemble, en sorte que ça aille mieux, quoi. Sauf que, en fait, ça ne marche que si tous les participants autour de la table sont d'accord pour résoudre le problème. Et très honnêtement, on constate tous les jours, on passe notre temps, non pas à se mettre d'accord entre gens convaincus par l'urgence climatique, mais à se battre contre des gens qui n'ont pas conscience, qui sont soit dans le déni formel, soit qui sont dans le déni de l'ordre de grandeur, en fait. Il faut quand même réduire au moins par 5 notre niveau de vie, hein, notre niveau de consommation de ressources en France aujourd'hui, quoi. Donc on n'en est pas à juste avoir la partie sympa de comment on s'organise, positive de comment on s'organise. Et donc, ce qui justifie le fait que nous plaidions pour que l'écologie gagne à toutes les échelles, vraiment, il faut se battre pour ça. Et on parlait de Yannick Jadot, on peut pas contourner l'échelon national, qu'on le veuille ou non, ça fait pas tout, on peut pas le contourner. Et du coup, effectivement, le niveau local est souvent cité comme source d'espoir dans ces cas-là. Le niveau national, international n'arrive pas forcément à se mettre d'accord, et bien l'espoir vient du niveau local, penser global, agir local. Ça a évidemment ses limites, mais effectivement, comme on a la chance de pouvoir influer plus sur le niveau local, il faut choisir l'approche bottom-up, faire en sorte que les évolutions profondes de la société dont on a besoin pour faire la transition écologique, elles viennent du bas, elles viennent des citoyennes et des citoyens. Et c'est vrai que je constate, dans une action que je ressens parfois comme étant un peu colibri, parce que Poitiers, on va pas changer le monde, mais on peut avoir une force d'entraînement, vraiment, auprès des citoyennes et des citoyens. C'est l'échelon le plus proche des gens. Donc on a vraiment une force d'entraînement. On peut faire changer les cultures, pas se décliquer. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début du mandat. Un seul exemple, l'un des sujets que je trouve les plus difficiles à faire avancer, c'est celui de la sobriété foncière. C'est une urgence aujourd'hui d'arrêter de consommer des terres, et notamment des terres agricoles, parce qu'on en a besoin pour assurer la résilience de nos sociétés. Mais ça, c'est hyper dur à défendre face à des maires notamment qui ont besoin souvent de ça, de construire un pavillon pour garder l'école, etc. C'est humain, mais pourtant c'est une urgence écologique. Et là, à force de travail, à force de conviction, par exemple, à Grand Poitiers, on a réussi à faire en sorte qu'une zone économique qui devait être urbanisée de manière très années 60, on stoppe ce projet-là et qu'un tiers qui n'était pas encore engagé soit finalement dédié à la réintroduction de cultures maraîchères pour améliorer l'autonomie alimentaire du territoire. Voilà, c'est pas des histoires dont je veux faire un étendard plus que ça, mais ça montre qu'aussi lorsqu'on est même en immersion au sein d'un univers pas forcément 100% convaincu, on peut faire passer des cliquets. Et j'espère, moi je parie beaucoup, c'est ça ma source d'espoir en fait, c'est le fait qu'on arrive à susciter un mouvement qui à terme fera changer les choses, permettre de faire travailler les gens en coopération. Ça c'est un facteur de résilience majeur effectivement. Et puis je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Marie sur le fait que d'autant plus pour nous qui sommes à l'échelle du terrain, il est hyper urgent de réduire autant que possible nos émissions carbone. C'est ce que nous demandent les PCAET, d'atténuer notre impact sur le changement climatique, mais plus ça va aller, plus l'enjeu va être celui de l'adaptation et de la résilience. Et comment on travaille ça avec les gens? Les crises, elles vont nous arriver, les crises et le changement en fait, tout simplement. Comment on prépare des plans d'adaptation? On est clairement hyper en retard là-dessus. Comment on fait en sorte d'associer les citoyens à cette construction de la résilience et la préparation de gestion de crise? Et c'est un domaine auquel on s'emploie à Poitiers. Il n'y a pas qu'à Poitiers évidemment, mais c'est clairement une urgence pour laquelle les collectivités sont en première ligne, parce que lorsqu'il y a une inondation, etc., c'est nous qui gérons, quoi. Alors, c'est toujours frustrant, mais on va libérer Léonore, parce qu'il y a 100 000 personnes qui comptent sur elle, là, donc puis elle avait une contrainte, et je la remercie encore beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, très riche. Je pense que tout le monde a apprécié. On pourra le revoir d'ailleurs puisqu'on a fait un live qui est enregistré. Donc merci beaucoup Léonore. Je vous propose de l'applaudir pour la remercier. Voilà. Et puis, on peut continuer un petit peu l'échange avec Marie. Et puis tout à l'heure, si certains n'ont pas encore le livre de Marie, ils pourront aussi se faire dédicacer. Donc on peut continuer d'échanger un peu avec Marie, et je vais accompagner Léonore en attendant. Voilà. Une question qui est sur un peu le parcours. Alors, on n'a pas trop parlé de son expérience de sénatrice, pardon. Est-ce que quelqu'un
Alors, je vais amorcer, hein, parce que elle s'y attend. Ah, mais Marie, alors vas-y. Voilà. Donc tu as porté la première loi écolo au Sénat qui était sur les lanceurs d'alerte. Bon, t'as pas pu aller aussi loin que tu le voulais. Elle a été ensuite en partie détricotée. Là, il y a eu encore des tentatives récemment. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Alors, la première loi que j'ai portée, c'est pas ça. Et comme c'est pas connu, je tiens à le dire quand même, c'est la loi de protection des droits d'auteur des photographes. Vous savez que les photographes de presse sont de moins en moins des gens salariés. D'ailleurs, beaucoup sont simples pigistes ou même vendent à la photo, etc. Et maintenant, les patrons de presse, souvent, beaucoup, prennent des photos sur Internet de Pierre, Paul ou Jacques, et ils mettent la mention légale DR, ce qui veut dire droit réservé, ce qui signifie si l'auteur se signale, on lui donnera ses sous. Mais évidemment, les photographes n'ont pas le temps de balayer tout ce qui est publié et donc se font spolier en permanence. Et pourtant, les études montrent que ce sont les photos qui font vendre les magazines, etc. Mais eux se font énormément spolier. Donc j'ai fait une petite loi qui interdit cette mention DR de spoliation en quelque sorte et qui ne l'autorise que si maintenant il y a un versement à un fonds collectif qui permettra une banque de données gigantesque qui identifiera les auteurs des différents clichés, parce que derrière les photos numériquement, il y a les données, on sait qui l'a fait, et qui permettra de rémunérer justement les choses. Vous savez que le cynisme de la presse allait très loin, puisque Raymond Depardon a voulu faire un procès à un journal je crois que c'est La Dépêche, et La Dépêche a dit « Mais monsieur Depardon, on a mis votre nom, on a mis DR Depardon Raymond. » C'est vrai, hein? Voilà, donc c'était une petite parenthèse avant les lanceurs d'alerte, mais c'est quand même un vrai sujet. Le sujet de la loi sur les lanceurs d'alerte, c'était simplement une loi qui s'appelle « Protection des lanceurs d'alerte et déontologie d'expertise ». Elle avait deux buts. D'une part, sur la déontologie d'expertise, installer une commission qui puisse aller vérifier les documents éthiques internes du CNRS, de l'Agence du médicament ou de toutes les agences, et aussi les liens d'intérêt des experts-chercheurs qui rendent des avis. Parce que si vous rendez un avis sur un vaccin, mais que vous avez travaillé pour la boîte qui fabrique le vaccin, il y a un petit problème quand même. Ça a été le cas du Mediator, puisqu'il faut savoir que ce médicament, qui était normalement un médicament pour les diabétiques et qui a été ordonné par des tas de médecins sur conseil des représentants du laboratoire Servier pour lutter contre l'obésité et qui a provoqué des hypertensions des artères pulmonaires et qui a provoqué des morts. Et bien le Mediator, on a cherché, après on a dit alors comment ça se fait? Il avait été autorisé par une commission du médicament au sein de l'agence du médicament où siègent un tel et des professionnels, et les professionnels c'était le LEM, c'est le groupement des agences du médicament, et le LEM avait envoyé le laboratoire Servier pour rendre un avis sur l'autorisation du médicament Mediator. Mais on est protégé par autre chose, c'est le suivi. Il y a une commission du suivi du médicament. Si vous avez un problème ou si votre médecin repère que vous avez un problème avec un médicament, il fait remonter le signalement en disant « Attention, chaque fois que je donne ça à un malade, il se couvre de boutons. » Ou bien il devient paralysé de la jambe gauche. Donc c'est la remontée. Et donc on vérifie après avoir donné une autorisation de mise sur le marché, le suivi d'un médicament pour revenir en arrière sur une autorisation qui aurait été mal donnée. Eh bien là aussi, le LEM, le syndicat interprofessionnel des agences du médicament, avait envoyé monsieur Servier pour rendre un avis sur le Mediator. C'est comme ça qu'on s'est fait je ne sais pas combien de milliers de morts, et Irène Frachon, qui a alerté là-dessus, c'est l'exemple même de la lanceuse d'alerte. Elle l'a fait dans son hôpital,
où elle a été très mal vue par ses collègues qui lui disaient « Tu fais du bruit, t'es pas une experte, t'es une médecin, t'as pas à te mêler de ça ». Elle a été très mal vue par sa direction qui a dit « Madame Frachon, vous feriez mieux de vous occuper de vos malades et puis on va vous envoyer à l'agence du médicament ». Et elle a été méprisée. Heureusement, il y a eu un film, je vous recommande d'aller le voir. C'est la fille de Brest, le nom de ce film. Et moi, je connais bien l'histoire, j'ai suivi les experts et tout ça. Je peux vous dire que le film La fille de Brest, c'est vraiment Irène de A jusqu'à Z. C'est une lanceuse d'alerte. Elle s'en est bien sortie. Elle n'a pas été poursuivie, condamnée et tout ça. Mais moi, j'en connais plein qui ont été licenciés parce qu'ils avaient donné une alerte. Poursuivis en justice comme Pierre Méneton, qui travaille à l'INSERM, qui fait une publication en disant le sel provoque des morts par problème des artères et tout ça. Poursuivi par les salines du sud de la France, traîné en justice avec l'INSERM qui refuse de le défendre. Donc traîné en justice, intuitu personnel, vous voyez les frais d'avocat, la trouille d'être condamné, etc. Plus près de chez nous, nous avons cette femme à la tête d'une petite association qui s'occupe de viticulture, qui détecte que le label haute qualité environnementale, ça n'a rien à voir avec le bio, alors que les gens croient un petit peu que ça ressemble au bio. Et donc, pour prouver que ça n'est pas du bio, elle fait faire des analyses et elle publie le registre de tous les toxiques contenus dans ce vin. Elle est poursuivie par le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui obtient sa condamnation à 125 000 €. Mais elle peut aller en appel. Mais je ne sais pas par quel dédale juridique, elle ne peut aller en appel que si elle a payé ses 125 000. Elle ne les a pas. On a ouvert une... Si vous voulez payer, vous pouvez y aller sur Internet pour la soutenir. Elle n'a pas, donc elle a dépassé la date, donc elle ne pourra pas aller en appel. Mais c'est ruiner les gens, ça. Elle va devoir vendre ses biens, elle va devoir vendre... Il y en a qui ont été harcelés, il y en a qui se sont suicidés. Donc la protection des lanceurs d'alerte a le but que ceci n'arrive plus. J'avais fait une loi qui a été abîmée par la loi Sapin, parce que moi c'était tout citoyen a le droit de signaler tatati tatata si on viole la loi ou s'il y a un danger grave pour la santé publique et l'environnement. Et Sapin, il a rédigé ça, c'est un lanceur d'alerte est une personne qui, au sein de son entreprise, en parle à son patron, et après, s'il n'y a rien qui est fait, alors peut-être il peut en parler au préfet et tout ça. Vous comprenez bien que si vous êtes dans une boîte qui s'assied sur l'éthique, c'est pas en parlant à votre supérieur hiérarchique que ça risque de s'arranger. Au contraire, vous risquez de prendre la porte, quoi. Donc ça, c'était Sapin. Puis il y a eu un texte européen qui a descendu sur tous les pays d'Europe et que la France a été obligée d'intégrer dans sa loi. Et ça revenait un petit peu à ce que moi j'avais écrit avant. Donc on est revenu sur la loi Sapin, on a réintroduit des trucs intelligents et c'est parti au Sénat qui a tout cassé. Le Sénat a enlevé le droit de signaler un fait grave. Donc ça devenait juste les violations de la loi. Donc évidemment, si vous avez une fuite de mercure occasionnelle, c'est pas une violation de la loi, hein, donc on n'a plus le droit de rien dire. Donc le Sénat a tout cassé, mais c'est revenu en commission mixte paritaire, on prend 7 députés, 7 sénateurs jusqu'à temps qu'ils se mettent d'accord. Ils se sont mis d'accord et ils ont rétabli des choses qualitatives et éthiques, sauf une chose. Et c'est uniquement dirigé contre les gens qui vont filmer dans les abattoirs les horreurs. Si l'alerte a été obtenue par des faits observés en ayant pénétré une propriété privée, alors vous ne serez pas protégé. Voilà, c'est la limite qui n'a pas été obtenue. Mais on a bien avancé. Voilà. Bien. Puis après, Après, on poursuivra l'échange ici, mais on va prendre une dernière question. Vas-y, Katia, je répéterai. La semaine prochaine comparaître devant un tribunal pour avoir
si tu dois témoigner, viens là, parce que ça évitera, parce que sinon, non, c'est parce qu'ils n'entendront pas dans le live, donc je préfère que tu viennes là, si ça te dérange pas. Tout le monde t'entendra mieux, en plus. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc apporter le témoignage de quelqu'un qui a vraiment pris un plaisir immense à lire ce livre, à lire ce témoignage, qui a retrouvé, je pense que les camarades qui sont élus et Léonore aussi, y a retrouvé beaucoup de choses dans les méandres de la politique politicienne que tu l'as décrit merveilleusement bien et avec beaucoup d'humour. Donc moi je recommande vraiment la lecture de ce livre qui est un vrai plaisir. Et puis sur la réflexion qu'on avait tout à l'heure, je me posais une question. Alors je te cache pas qu'il y a 2 chapitres que j'ai particulièrement appréciés dans ce livre. C'est celui qui concerne les droits culturels, évidemment, et celui qui concerne minoritaires femmes, présider une assemblée essentiellement masculine, élue à la proportionnelle. Et tu poses des questions justement sur cette proportionnelle, puisqu'à l'époque où tu as été élu, c'est grâce au système de la proportionnelle pour les élections régionales. Et je me pose la question à te lire. Alors je peux lire un petit extrait, j'ai le temps ou pas? Donc sur la proportionnelle, tu rapportes un témoignage très intéressant, assurant la représentation de toutes les opinions conformément aux souhaits du suffrage universel, permettant aux élus minoritaires de prétendre à la parole comme les autres et de revendiquer leur part de la gestion des affaires publiques sans renoncer à leur identité. Il contraignait ceux qui s'estimaient seuls détenteurs du bien public à renoncer à leur conception hémiplégique de la démocratie. La proportionnelle nécessitait en effet une révolution culturelle des élus, d'abord des présidents et des exécutifs, terminer l'autocratie, fini les commissions conçues comme de simples chambres d'enregistrement. Je pourrais vous en lire encore énormément, mais pour vous dire que ça suscite quand même une réflexion dans le contexte actuel dans lequel on est. Est-ce que finalement, c'est une question bête que je pose, j'assume complètement de poser une question candide, est-ce que rétablir la proportionnelle ne pourrait pas remettre un peu cette culture du compromis finalement dans les débats politiques, et est-ce que ça pourrait pas être une bonne chose dans le contexte qu'on connaît actuellement où on est malheureusement plutôt dans la culture de l'affrontement? Alors, moi, je suis une grande militante de la proportionnelle et je sais bien que sous la Troisième République, les tumultes de l'Assemblée nationale sont régulièrement pointés du doigt en disant « Ouh là là, la stabilité, les majorités qui changent, c'est la catastrophe et tout ça ». Et je l'ai subi de la part de la presse qui a souvent titré quand on finissait à minuit « Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est encore le bordel au conseil régional, etc. » J'ai vraiment subi ça, parce que c'était long pour obtenir ce que disait Katia, des compromis, des postures et tout ça. Mais par contre, je peux dire que minoritaire, à la tête de groupes éparpillés sans majorité définie, eh ben, ça oblige à être très bon, à tout vérifier les chiffres, à tout savoir les arguments que l'on va développer pour soutenir un projet, à convaincre, à être pédagogue. Alors que si vous êtes assis sur une majorité confortable, votre directeur général des services, il vous présente une délibération pour financer tel truc, vous lisez la feuille, vous dites « allez, on vote », les autres, ils lèvent la main parce que c'est tous vos copains, la minorité, elle fait « mais, c'est pas, vous n'avez pas l'assurance incendie, vous n'avez pas ça, taisez-vous monsieur, vous êtes un trouble-fête, etc. » Et c'est comme ça qu'on vote des choses qui ne sont pas au point. Je peux vous dire qu'en région Nord-Pas-de-Calais, c'est pas mes mérites à moi, c'était mes difficultés qui faisaient ça. Mais ça n'empêche que ce qu'on a voté était irréprochable, parce qu'il y avait un tel front de contestataires face à moi, que quand j'arrivais en séance, il fallait que tout soit impeccable, je sache tout, je puisse tout démontrer, tout ça, et ça a bonifié les projets qu'on a soutenus. La difficulté et la proportionnelle qui engendre des difficultés, parce qu'il faut parler, et ben ça a permis d'avancer. Ça a quand même... Vous vous rendez compte qu'on n'avait pas de majorité. On a quand même investi 700 millions de francs pour commander des trains aux dépens du budget de la route. Et pourtant, je peux vous dire que dans mon assemblée, il y avait plein de cumulards géographes qui en voulaient des ronds-points, des routes et des machins. Et ben, ils ont orienté 700 millions
sur le train, sur le transport de voyageurs, ce qui a d'ailleurs sauvé des emplois chez Alstom et Bombardier dans le Valenciennois. C'était pas évident de faire ça. Eh ben, ils l'ont soutenu. 1% du budget qui s'en allait pour les opérations Nord-Sud, eh ben, ils l'ont soutenu. Sauf que c'était pas du jumelage, hein, c'était des vraies actions négociées avec les habitants de là-bas et d'ici avec des comptes rendus et des évaluations, etc. Donc je pense que c'est un facteur de diversification des idées, d'une part, qui remonte de l'ensemble des gens, et d'autre part, le fait que ça va pas de soi, ça oblige à bonifier les projets, et du coup, ça fait des politiques publiques plus solides. Merci. Alors, je retrouve dessus, c'est un point là-dessus, c'est qu'il y a un argument qu'on n'utilise pas, c'est qu'on nous parle toujours à propos de la proportionnelle de la 3e et de la 4e République, sauf que, souvenez-vous, en 3e et en 4e République, dans les assemblées, il n'y avait que des mecs. Et ça, c'est un sacré changement. Voilà. Et on a vu aujourd'hui ce que pouvaient faire des femmes quand on leur donnait le pouvoir. Voilà. Donc, je pense qu'on peut applaudir Marie-Christine. Je vous propose de venir échanger de façon informelle avec elle pour ceux qui veulent le livre et qui l'ont pas encore et qui voudraient le faire dédicacer, ou qui l'ont déjà et qui voudraient le faire dédicacer. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Encore merci de votre présence et à très bientôt.